moi, je vais introduire rapidement, hein, alors, je voudrais juste savoir qui découvre l'association. Cathy, Oui, Morgane, Florence, j'imagine du coup. On t'entend Ouais, pas, voilà. Morgane? Je disais, via toi, je la connais un petit peu, mais c'est la première fois en tout cas que je participe. Ouais. Bon, c'est cool. Bon, je vais aller très, 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 très rapide. Cathy, comment est-ce que tu as connu l'association, toi? c'est Anne Charlard, enfin moi, Roule maintenant, que je connais depuis 2 ans maintenant, dont j'ai eu le plaisir d'organiser le mariage l'été dernier, qui m'a appelé il y a 15 jours en me disant tu devrais, puisque je suis en pleine reconversion pro, participer à cette charmante soirée. D'accord. Voilà, Bon, très bien. Bienvenue. merci. D'ailleurs, je voudrais... Comment? Non, j'ai juste dit merci, c'est tout. Ok. D'accord, parfait. Je voulais savoir qui justement a des projets pour se mettre à son compte et qui est déjà à son compte. Donc, qui est en projet pour se mettre à son compte? 3, 4, ok. C'est Et pas moi, tout à fait à Et mon des compte, c'est personnes qui plutôt en sont asso. déjà à leur compte? Ouais, ou en asso, enfin, qui a un projet voilà, de gestion. Ouais. Ok. projet avec Florence, moi, du coup. Oui, Mm. ok, parfait. Je Bon, confirme. du coup, pour présenter rapidement l'association des Women at Nantes qui existe depuis plus de 6 ans, 7 ans, je ne sais plus trop en fait, 7 ans je crois bien, qui accompagne les femmes qui souhaitent développer un projet dans l'entrepreneuriat et aussi le digital. Le digital est un peu partout, c'est hyper vaste, ça part d'un site internet à un projet digital ou ça passe par un projet digital ou également le fait de se reconvertir en tant que développeuse ou autre. Donc, c'est très, très large. On aborde plein de sujets comme celui-ci qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est bien construire son plan de financement, être rentable. Donc, Abdou va nous présenter tout ça. C'est hyper important. Nous, en tant que femmes, on peut avoir certains blocages pour construire son prix, essayer de parler de chiffres. C'est pas forcément spontané. Et puis d'être rassuré sur est-ce qu'on est sur la bonne voie et comment est-ce qu'on peut améliorer toutes nos actions au quotidien sur ces sujets-là. Donc, c'est l'un des sujets de cette année. Il y en a eu d'autres, c'était sur statut aussi. Celui du mois dernier, c'était sur statut et Axel l'avait organisé justement avec l'agence Pépite, qui était plutôt intéressant aussi, hyper interactif. Donc, on souhaite que nos ateliers soient interactifs. Sentez-vous à l'aise, comme disait Hélène. Et du coup, l'idée, c'est que vous sortiez de cette conférence, de cet échange avec des outils, des idées, et que vous soyez prête à passer à l'action après. En gros, c'est un peu ça les missions de l'asso, c'est que de vous sentir à l'aise et de savoir où est-ce que vous allez ensuite aller avec tout ce qu'on vous propose. L'idée, c'est que si vous souhaitez garder contact avec nous par la suite, donc je parle celles qui ne sont pas forcément adhérentes, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On pourra aussi échanger après si vous souhaitez avoir plus d'infos. Voilà, je ne fais pas une présentation complète. Je pense qu'on a plein de choses à dire ce soir. Si vraiment vous avez besoin d'avoir plus d'infos, n'hésitez pas, hein, sachant que vous connaissez déjà un peu l'asso, je ne m'étale pas. Donc, je laisse la parole à Abdou. Ok, écoutez, merci déjà de m'avoir proposé de participer à cet atelier. Comme tu disais, Sabrina, c'était un moment qu'on avait discuté de ce sujet et c'est vrai que c'est un sujet qui revient très souvent de la part des entrepreneurs puisque la question de la rentabilité, souvent, quand je l'aborde avec mes propres clients, c'est pour beaucoup, surtout quand on démarre comme la plupart d'entre nous, d'entre vous, hein, c'est le point que parfois ça peut être un petit peu considéré comme un gros mot, la rentabilité, le fait d'être rentable, de générer de l'argent, de générer un revenu plus ou moins important. Donc du coup, l'objectif de cette présentation, ce que je vais essayer de faire, c'est de ne pas faire un cours de compta, parce que je pense qu'à cette heure-ci, ça Non, va non, intéresser personne, hein, mais d'essayer, si ça vous va, d'être le plus pragmatique possible et de donner des outils le plus concrets pour que chacune d'entre vous puisse arriver à ses objectifs. Alors, excuse-moi, Abdou, j'ai oublié de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais déjà? Oui, je le ferai dans ma petite présentation. Ouais. Ah, d'accord, ok. Bon, je peux faire mon... Je vais vous partager mon écran.
et vous verrez du coup, ça sera plus simple de suivre cette trame-là. Hop. Et effectivement, je vais me présenter en même temps. Hop. Donc, il y a Marie-Pierre qui nous a rejoint, Lucie, Nérine, bonsoir. Si vous entendez toutes, c'est très bien, vous n'avez rien loupé. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran du coup? Oui, très bien. Oui. Parfait. Donc voilà le titre, je ne vais pas le rappeler, mais comment être rentable, voilà, vraiment insister sur ces questions de rentabilité en essayant donc du coup d'être le plus pragmatique possible. Donc du coup, pour me présenter, je m'appelle Abdelaziz Youssou, je suis consultant comptable et financier. Du coup, je suis à mon compte, moi aussi depuis l'an dernier. Et parallèlement à ça, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Donc, du coup, travailler avec des entrepreneurs, c'est ce que je fais au quotidien. Forcément, sur la partie beaucoup plus comptable, puisque mon travail, c'est d'établir le bilan, etc. Mais il y a vraiment une partie de conseil et d'accompagnement qu'on essaye d'apporter. Donc, ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, au niveau de l'accompagnement, moi, le premier, des entrepreneurs qui vraiment débutent, ces questions de rentabilité, d'accompagnement financier ne sont pas toujours très bien comprises parce que nous, en étant comptable, c'est un langage qui nous parle, mais lorsqu'on a une entreprise, qu'on a de la comptabilité à faire parce qu'on a une entreprise, mais qu'on n'est pas du tout comptable, c'est vrai que parfois, ça peut être un peu difficile. Donc, du coup, l'objectif de la petite heure qu'on va passer ensemble, pour moi, ça va être de vous présenter un peu les outils, les moyens qui, comme disait Sabrina, d'avoir des idées pour que ça puisse vous aider le plus possible dans votre quotidien, dans la phase de préparation de vos projets, en étant encore une fois, comme je disais, le plus pragmatique possible. Parce qu'on ne va pas parler de débit, crédit, etc. Mais on va vraiment parler de méthodologie, puisque c'est souvent ça qui va jouer. Il n'y a pas besoin d'être expert comptable pour réussir à développer son entreprise. Il faut, à mon sens, avoir de la méthodologie, et c'est ce que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, la présentation, ça va être en deux parties. Donc, la première partie, les 3 temps de la gestion, donc je sais ce que c'est, et les outils de gestion pour y arriver. Donc là, la deuxième partie, j'essaierai d'être le plus concret possible pour que vous ayez des idées à appliquer dès demain dans vos projets respectifs. Alors, C'est clair, très clair. donc, du coup, on va travailler sur l'idée d'une société fictive parce que je trouve que c'est toujours plus intéressant d'avoir une société, enfin quelque chose de concret plutôt que de partir dans des éléments théoriques. Donc, Utopia Consulting SARL, donc on va dire que c'est 2 associés qui s'associent justement pour créer une entreprise de consulting en informatique ou dans le digital, par exemple, et qui, comme n'importe quel entrepreneur qui se lance, se retrouve face à des difficultés. Et on va essayer de voir les difficultés qu'elle rencontre, puisqu'il y a des chances que ce sont celles que vous rencontrez ou que vous rencontrerez à un moment ou à un autre. Donc voilà comment tout a commencé. Donc elles se rencontrent, elles ont une super idée, elles s'entendent bien toutes les deux. Et donc du coup, elles se lancent, elles se disent, on va devenir entrepreneur, on va lancer notre cabinet de consulting. Donc la première étape, ce petit schéma, l'idée, c'est de présenter un peu les aspects, à mon sens, qu'il faut avoir en tête avant de se lancer, à tout point de vue, parce que entraîné dans l'idée qu'on peut avoir et dans les bonnes idées qu'on peut avoir, on peut avoir tendance, malheureusement, à passer certaines étapes. Donc, quand je parlais de méthodologie, à mon sens, la première question en matière de méthodologie, c'est de suivre un petit peu le schéma que j'ai préparé là. Du coup, voir les aspects réglementaires de l'activité. Donc, il y en a toujours. Souvent, on a tendance à se dire qu'on peut se lancer, mais ça vaut toujours le coup de se renseigner sur les obligations particulières de son métier. Rédiger les statuts, vous avez eu l'atelier précédemment, donc vous avez pu échanger là-dessus. Effectivement, c'est quand même un point qui est extrêmement important. Et voilà, c'est vraiment un point qui a tendance à pas forcément être négligé, mais qui, à mon sens, est vraiment très important dans la mesure où ça va décider d'énormément de choses dans la gestion quotidienne financière de votre société, de vos sociétés. Le pacte d'actionnaires, donc cette partie-là, je précise, c'est un document juridique qui, à mon sens, faut préparer lorsque vous vous associez. Donc là, c'est le cas de notre société fictive, dans la mesure où elles sont 2, elles vont rédiger un pacte d'actionnaires. Parce que beaucoup des clients que j'accompagne, quand ils se lancent à plusieurs, ils ont tendance à négliger le fait qu'on est tous des êtres humains, que les projets entrepreneuriaux sont souvent, ou en tout cas parfois difficiles, et que nécessairement les rapports humains peuvent pâtir un peu de l'aspect business. Donc, pour la pérennité de vos entreprises, vraiment important de rédiger un pacte d'actionnaires. Donc, c'est tout simplement un texte qui va délimiter finalement
les relations entre les associés et s'assurer de la pérennité de l'entreprise. Pour que si une des personnes a des projets différents ou venait à avoir des projets différents, ça ne mette pas en péril finalement la vie de la société. Donc ensuite, le business plan. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet des aspects financiers et le plan de financement. Donc nous, forcément, aujourd'hui, on va parler beaucoup du business plan et du plan de financement parce que c'est l'objet de la formation. Mais juste, je rappelle toujours ces aspects réglementaires-là précédents parce que ça arrive beaucoup plus souvent que les entreprises sont en difficulté parce qu'elles ont négligé ces aspects-là. Et vraiment, l'aspect réglementaire, j'insiste vraiment dessus parce que souvent, on peut créer une entreprise et sans avoir pris connaissance de toutes les obligations qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui peut vraiment se retourner contre soi. Et bon, sans être alarmiste, ce sont quand même des choses qui arrivent. Donc voilà, c'est vraiment les étapes, essayer d'être le plus méthodique sur ces aspects-là. Et donc forcément, dans toute cette partie de préparation de son business, le business plan. Donc voilà, on en a tous connaissance, etc. Donc c'est un des documents qui est forcément le plus important. Mais vous verrez dans la façon dont je présente les choses, c'est que pour faire un business plan, l'important n'est pas tellement de travailler sur la forme, etc. Mais plutôt de… Oui, tu veux dire quelque chose, Sabrina, ou c'était pas vraiment… Non, non, vraiment, c'est bon, j'ai écouté. Ok, ça marche. Donc, je disais, oui, le business plan, c'est ce dont on va quand même pas mal parler, mais j'insisterai souvent sur le fait que business plan, voilà, il y a X livres qui ont été écrits dessus, diverses méthodes et tout, et clairement, moi, le premier, quand on se lance dans son projet et qu'on fait son business plan, c'est typiquement la première étape où on est perdu, parce qu'on ne sait pas comment faire, mais finalement, c'est vraiment quelque chose où il faudra vraiment se concentrer sur le fond plutôt que sur la forme. Donc, ça me permet d'en venir à ma première partie, les 3 temps de la gestion. Donc, les 3 temps de la gestion, c'est finalement la méthode la plus efficace pour arriver à vos objectifs de gestion financière. Je m'explique, c'est que forcément, comme on le disait, les difficultés rencontrées, c'est dans la masse des choses qu'il y a à faire, dans la masse des choses qu'il y a à gérer, la question de la rentabilité est au centre et c'est toujours difficile de savoir ce qu'il en est. Donc, pour réussir à savoir comment être rentable, ce n'est pas tant une question de forme, mais de fond et de méthode. Donc vraiment, si je devais répondre en une phrase à la question de la présentation, c'est comment être rentable. La solution, ou une des solutions, c'est d'adopter une méthodologie qui va permettre d'arriver à cet objectif-là. Et cette méthodologie-là, elle repose sur 3 temps. Donc, on estime que la gestion de l'entreprise, donc si je résume la gestion, c'est le fait d'utiliser les ressources de votre entreprise pour arriver à vos objectifs. Donc, c'est toujours important de le rappeler, c'est que lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on gère une entreprise, il faut comprendre que gérer une entreprise, c'est avoir des objectifs que l'on s'est fixés, peuvent être financiers, commerciaux ou autres, et d'utiliser au mieux les ressources dont on dispose pour atteindre ces objectifs-là. Donc là, nous, dans notre discussion, on va parler des objectifs financiers nécessairement. Donc du coup, la première étape pour réussir à devenir rentable, c'est de prévoir. Donc prévoir, c'est le premier temps de la gestion. C'est relativement simple en soi sur le papier. C'est comme on dit, pour arriver à destination, il faut déjà savoir où l'on va. Donc en tant qu'entrepreneur, la première chose que vous devez faire finalement, c'est déjà de décider en termes de finances où est-ce que vous souhaitez aller. Évidemment, vous devrez décider d'autres objectifs dans le cadre de votre activité, qui vont être commerciaux, éthiques, j'en sais rien. Vraiment, c'est à vous de vous fixer ces objectifs-là. Mais la première étape en matière financière, c'est de se fixer des objectifs financiers. Ces objectifs, ils vont différer d'une personne à l'autre, d'un projet à l'autre, etc. Aucun de nous n'a les mêmes objectifs dans la vie, aucun de nous n'attend pas les mêmes choses de son activité en tant que professionnel indépendant. Mais s'il y a un point commun qui nous réunit tous, que ce soit la petite entreprise, le consultant indépendant ou l'entreprise du CAC 40, c'est qu'il faudra nécessairement fixer des objectifs. Donc là, après, ces objectifs-là, ils sont multiples en matière de finances. Ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, ça peut être un objectif de rentabilité. Donc déjà, commencer par définir ce qu'est la rentabilité. Donc la rentabilité, l'objectif que vous allez fixer en termes de rentabilité, puisque c'est la première chose qu'il faudra faire, c'est de déterminer, grosso modo, le montant, ça commence par ça, déterminer le montant que vous souhaitez dégager
net de tout ce que vous aurez à régler de votre activité indépendante. Ça peut être 1 500 € par mois, mais sur 12 mois. Ça peut être 2 000 € par mois. Ça peut être 50 000 € par an. Ça peut être 100 000 €. Ça peut être 1 million d'euros par an. Mais c'est vraiment la première étape. Parce que sans se fixer d'objectifs vraiment précis, chiffrés, l'écueil dans lequel on tombe tous en tant qu'entrepreneur, c'est finalement d'exercer son activité, c'est l'objet de la présentation, c'est d'exercer son activité, mais sans objectif finalement. On arrive à s'en sortir tant bien que mal quand ça se passe bien, mais finalement, impossible de dire qu'on a réalisé nos objectifs si on ne les a même pas définis à l'avance. Donc du coup, cette première étape de fixer des objectifs, on peut avoir tendance à penser qu'il suffit d'indiquer un chiffre que l'on souhaite obtenir, parce que par exemple, moi, je peux très bien me dire, je lance mon entreprise, je suis consultant comptable et financier, on me dit que je dois définir un objectif, c'est simple, mon objectif, c'est 3 000 € par mois. C'est bien beau de fixer cet objectif-là, mais finalement, de l'avoir déterminé, ça va engendrer derrière tout un ensemble de décisions qui vont vous amener finalement à définir si cet objectif-là, il est rentable, il est possible ou pas. S'il ne l'est pas, pourquoi et comment faire pour qu'il le soit. Mais vraiment, comme je le disais, la première étape, c'est vraiment de se focaliser là-dessus et de réfléchir en amont à ce que l'on souhaite atteindre comme objectif financier. Après, ça peut se décomposer de plein de manières, comme je le disais, chiffre d'affaires, rentabilité. Il peut se décliner sur le montant des charges qu'on veut contrôler, mais c'est vraiment cette méthodologie qu'il faudra mettre en place. Donc, c'est pas uniquement une question de salaire. L'objectif, c'est pas forcément que de dégager un salaire à un moment donné. Ça peut être autre chose, C'est finalement. exactement ça. C'est exactement ça. Parce que moi, le premier, c'est le piège dans lequel je suis tombé, c'est que quand on est indépendant, on réfléchit en termes de salaire en se disant, voilà, le montant, c'est un peu la mentalité du salarié qu'on retrouve derrière. C'est qu'on estime qu'on aura tous les mois ce montant qui va arriver. Mais la réalité des entrepreneurs, malheureusement, elle n'est pas comme ça. Dans la mesure où les revenus sont, dans beaucoup d'activités, beaucoup plus fluctuants que le 30 de chaque mois, notre employeur qui nous verse le salaire. Et puis surtout, les objectifs financiers d'une entreprise ne sont pas liés uniquement à la rémunération. Parce que pour un montant de salaire déterminé, derrière, vous devrez réfléchir à tout un ensemble d'autres éléments financiers. Donc, sans rentrer dans les détails, parce qu'en soi, ça peut se résumer de façon assez simple, vous aurez la première étape que vous allez faire, et c'est ce qui va arriver à la détermination du budget prévisionnel, c'est que pour arriver au montant que vous souhaitez dégager de votre activité, vous allez dans tous les cas, ça c'est vraiment le quotidien de toutes les entreprises, devoir lister vos recettes possibles, théoriques, celles que vous avez déjà, etc. Elles peuvent être multiples. Elles peuvent se décliner selon votre modèle, parce que, par exemple, en tant que consultant, vous pouvez avoir des recettes qui seront issues de vos activités de consultant ou d'autres qui seront issues de votre activité de formation. Vous pouvez avoir des subventions qui sont versées, vous pouvez avoir des aides et des accompagnements aux entreprises qui sont versés. Tout ça, ce sont des recettes. Donc, il va falloir les lister. Qu'elles existent si vous êtes déjà en activité ou pas encore, si vous êtes dans la phase de prévisionnel. Et en face de vos recettes, vous aurez vos dépenses. Donc là, ce que je dis, c'est finalement la base de la comptabilité. Les dépenses en face des recettes. Donc c'est simple, vous pourrez faire 2 colonnes, un tableau Excel, ça peut se décliner de plein de façons, mais c'est vraiment une feuille de papier, lister vos dépenses et lister vos recettes. Quand je dis lister les dépenses, c'est vraiment vous mettre, si vous êtes en phase de préparation de votre projet, dans la peau, vous immergez au plus possible dans l'activité. Donc, déterminer des recettes que vous n'avez pas encore parce que vous êtes en phase de préparation, ça veut dire demander des devis, ça veut dire faire des recherches, être le plus exhaustif possible pour avoir vraiment des chiffres concrets. Je dis ça parce qu'on a tendance à mettre les chiffres qui nous conviennent. Tout le monde le fait, moi le premier. Quand je fais mon business plan, je dis « Ah ben voilà, j'aimerais bien gagner ça et tout ». Comme on disait un peu au début, partir en vacances tant de temps dans l'année, etc. Mais en face de tous ces chiffres que vous mettrez, il faut qu'il y ait la réalité des faits qui puissent venir en appui de ça. C'est pour ça qu'aucun montant n'est abusif. Vous pouvez très bien dire 100 000 € par an, mais arriver à déterminer que vous souhaitez un résultat net de 100 000 €, ça vous amènera à vous poser la question de comment est-ce que je peux générer ces 100 000 € par an. Hop, du côté des recettes, vous allez réfléchir à plusieurs modèles pour générer des revenus. Vous allez vous déterminer qu'à partir d'un certain moment, certains revenus ne peuvent pas arriver à générer
le montant que vous souhaitez pour un montant déterminé de résultats, et donc trouver de nouveaux revenus, augmenter les revenus qui existent déjà, etc. etc. C'est vraiment cette idée-là, dans la phase de prévision, qu'il faut avoir. C'est vraiment de lister au maximum les dépenses et les recettes. Et ça, c'est vraiment, typiquement, c'est ce qu'il y a dans le business plan, parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui vous proposent de faire les business plans, mais à mon sens, un business plan doit être fait par l'entrepreneur. Vous pouvez être accompagné pour le mettre en forme, mais la réalité des chiffres, c'est vraiment à vous en tant qu'entrepreneur de la connaître, parce que le cabinet comptable, moi le premier, je ne peux pas gérer la société, je ne gère pas la société de mes clients pour eux. Ils sont, eux, pilotes de leur entreprise, et c'est à eux de connaître les chiffres qu'ensemble, on va travailler, etc., et mettre en forme. Voilà. Voilà sur cette partie de prévision. Est-ce que vous avez des questions déjà? Non, pas de questions. Ok, parfait. Donc, je passe à la phase suivante. Donc là, c'était le premier temps de la gestion. Le deuxième temps de la gestion, c'est celui de la mesure. Donc là, c'est vraiment pour les entreprises qui sont en activité. Et là, c'est aussi un des points extrêmement importants et qui malheureusement est un peu oublié. C'est que pour pouvoir savoir si, une fois que vous avez défini vos objectifs, le but, ça va être de mesurer là où vous en êtes par rapport à l'atteinte de ces objectifs. Et ça, en termes de gestion, ça signifie, on le verra un peu plus en détail dans la deuxième partie, que vous devez mettre en place des outils pour savoir à tel moment où vous en êtes dans l'atteinte de vos objectifs. Parce que les objectifs que vous aurez définis, normalement, si vous suivez la logique du premier temps de la gestion, ils doivent se décliner en budget. Après, budget, ça peut être relativement simple. C'est un objectif qui peut être mensuel, trimestriel, annuel ou autre, mais c'est quelque chose que c'est l'objectif que vous aurez fixé de manière chiffrée et vous devrez périodiquement, ça va dépendre de vos activités, ça peut être mensuellement, souvent c'est le cas pour les consultants, déterminer là où vous en êtes par rapport à l'atteinte de ces objectifs-là. Et pour le faire, nécessairement, il faut mesurer. Donc, pour être très concret, dans le cas de Utopia Consulting, nos associés, elles ont prévu, donc elles ont établi des budgets. On va partir sur un budget des ventes, dans le sens où elles ont estimé qu'elles souhaitaient atteindre 120 000 € de chiffre d'affaires pour leur première année. Ce chiffre d'affaires-là, elles vont le décliner en budget. Et ce budget-là, il faudra se dire qu'il va être mensuel, mais il faudra bien prendre en compte souvent, c'est très souvent le cas pour les premières années, de la périodicité, dans la mesure où 120 000 € par an, ce ne sera pas le même montant tous les mois. En début d'activité, ce sera probablement 6 mois à 0 et 6 mois à 120 000, dans le meilleur des cas. Ou 6 mois à, je ne sais pas, 50 000 et le reste sur les 6 mois de l'année. Donc, du coup, ces 6 premiers mois qui seront difficiles ou qui ne seront pas du tout ce qui aura été escompté, c'est quand même 6 mois d'activité dans lesquels il faudra continuer à travailler parce que les objectifs ne seront pas atteints, mais le fait de mesurer, que ce soit mois par mois, tous les trimestres, toutes les semaines, pour certains, l'important, ce n'est pas tellement de le faire le plus souvent possible, mais c'est que ce soit fait le plus régulièrement possible. Après, c'est à chacune d'entre vous de déterminer à quel moment cela se sera fait. En théorie, le cabinet comptable vous donnera le bilan et le compte de résultats tous les ans. Mais tous les ans, c'est beaucoup trop long parce que quand le cabinet comptable vous donne les chiffres de l'année, là en ce moment, on va dire, je suis en train de faire les bilans des comptes qui sont clôturés au 31/12/2020. Pour certains, je vais les transmettre en mai. Je vais leur donner des chiffres en mai, mais des chiffres qui datent du 31/12/2020. Donc ça, clairement, c'est la comptabilité à ce niveau-là, c'est beaucoup trop vieux. Il faut vraiment être dans une mesure précise et dans le temps présent de l'activité. Donc, ce sera à vous de déterminer selon ce que vous souhaitez faire, si ce sera tous les mois, toutes les semaines, tous les 3 mois, peu importe. Mais il faudra prendre ce temps-là pour mesurer, c'est-à-dire de se poser, de voir, par exemple, j'avais budgétisé pour le premier trimestre de 2021 d'avoir tant de chiffre d'affaires, d'avoir tant de charges, par exemple en matière de publicité, de prospection pour mes clients, parce que je suis dans une phase de lancement et que nécessairement, j'ai des dépenses de prospection qui vont se faire, de mesurer par exemple au 31 mars où j'en suis par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'on a tendance à ne pas le faire quand on est dans des toutes petites structures comme nous actuellement, ou enfin en tout cas comme moi, où on se dit « Ah mais ça va, je connais les chiffres grosso modo », ou sinon on a tendance à le faire quand les chiffres ne sont pas bons aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose de psychologique. Les chiffres ne sont pas bons,
on les laisse de côté. On se dit, bon, bah, je verrai ça plus tard. Mais en fait, c'est typiquement quand les chiffres ne sont pas bons qu'il faut se pencher dessus. Et vraiment, là, c'est un aspect plus psychologique que financier, mais de prendre le taureau par les cornes pour savoir enfin, à quel point les chiffres ne sont pas bons, et de mesurer, vous pourrez déterminer comment faire, ce sera plus dans la phase suivante, comment faire pour justement réajuster ce que vous avez prévu, puis le mesurer de nouveau. Parce que l'intérêt de tout ça, enfin vraiment, s'il y a un secret pour réussir à bien gérer son entreprise, c'est vraiment la question d'être capable de s'adapter aux circonstances. Je pense que là, le contexte sanitaire l'a bien prouvé, c'est que dans tous les cas, dans nos quotidiens d'entrepreneurs, les circonstances seront toujours différentes. Donc en matière financière, pour réussir à être rentable, une fois que vous avez fixé vos objectifs, il faudra les mesurer. Et ce que vous mesurerez ne sera jamais, mais vraiment jamais, ou vraiment si vous avez beaucoup de chance, exactement ce que vous avez prévu. Souvent, vous aurez des résultats qui seront moindres que ce que vous aviez prévu. Parfois, ils seront encore meilleurs, mais il faudra quand même les mesurer, même quand ils seront meilleurs. Parce que, comme je vous le disais, il faut comprendre qu'en matière de finances, d'entreprise, on est sur plusieurs horizons. Et le premier horizon, il est sur 1 an. Donc, un bon mois ne présume pas que vous aurez le mois suivant sera le même. Ça, c'est vraiment le plus difficile quand on se lance, c'est qu'on peut avoir 3 bons mois, mais ensuite 9 mois catastrophiques. Si vous n'avez pas mesuré, si vous n'avez pas un suivi de votre activité sur des horizons qui sont réguliers, sur des temps réguliers, on peut être rapidement perdu. Parce que le début d'année peut être au top, mais la fin de l'année peut être catastrophique. Et si on prend les chiffres de l'année au global, c'est toute l'année qui aurait été catastrophique. Donc, il faut vraiment être capable de regarder les chiffres régulièrement en finalement oubliant le passé et en se fixant déjà sur l'avenir, sur la prochaine période que vous aurez prévue. Ça peut être mensuel. Le plus simple, c'est de partir sur des chiffres mensuels. Donc, vraiment, avoir un objectif de chiffre d'affaires mensuel. Vous aurez, dans votre liste de dépenses, déterminé l'ensemble de vos charges habituelles. Donc, les charges fixes, grosso modo, ce sont vos abonnements, celles qui reviennent tout le temps, et les charges variables aussi, si vous en avez. Donc, du coup, il faudra décliner tous ces éléments-là en budget. Budget dans le sens où ce sera l'application chiffrée des objectifs que vous aurez prévus. Et ensuite, tous les mois, il faudra regarder les chiffres que vous avez réellement eus sur le mois face à ce que vous aviez mis dans votre budget. Juste une petite chose, l'idée c'est de devenir une psychopathe des chiffres, hein, et puis que ça devienne anxiogène tous les mois. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Et effectivement, après, c'était un peu une des questions que j'avais après, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin non plus d'être tout le temps dans les chiffres, parce que être tout le temps dans les chiffres, ça peut déjà vous détourner de votre activité opérationnelle, parce que le but, ce n'est pas tellement de faire des chiffres, mais c'est plutôt d'avoir des clients qui ensuite pouvoir analyser les chiffres en question. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut que ce soit vraiment adapté à votre fonctionnement. Pour les gens qui sont très organisés, ils aiment bien partir sur du mois par mois. Pour ceux qui ont besoin d'être plus dans l'opérationnel et ensuite de prendre du recul à un moment ou à un autre pour le faire, ça peut être à tous les trimestres. Mais l'idée vraiment qu'il faut garder en tête, c'est que dans tous les cas, il faudra prendre ce temps et le faire de façon régulière. Parce qu'il ne faudra pas que ce soit uniquement quand les chiffres sont bons. Exemple, j'ai eu un super mois. Bah là, effectivement, je vais regarder les chiffres, c'est cool, je vois que le compte en banque est rempli, etc. J'ai explosé les chiffres, etc. Tout va bien. Mais l'idée, c'est vraiment de le faire au rythme le plus régulier possible. Et c'est à vous de choisir le rythme qui vous convient le plus. Typiquement, là, on n'est pas dans le cas, mais pour ceux qui sont dans du commerce, donc, je ne sais pas, une boutique, même de vente en ligne, par exemple, dans ce type d'activité-là, il faut que ce soit très régulier. Par exemple, les clients, si je prends notre exemple, les restaurateurs, là, forcément, les restaurateurs, ils font leur caisse tous les jours. L'idée, c'est d'analyser les chiffres peut-être toutes les semaines. Lorsqu'on est consultant, on peut le faire tous les mois. Mais l'important, comme je disais, c'est de le faire régulièrement. Et pas uniquement regarder les chiffres, pas uniquement regarder le chiffre d'affaires, mais vraiment regarder les charges que vous avez en face. Parce que, comme je vous le disais dans la première phase, prévoir, ce n'est pas que le chiffre d'affaires, ce n'est pas que la rentabilité, c'est vraiment les charges que vous pourrez avoir. Et beaucoup des charges que vous pouvez avoir en tant qu'entrepreneur, elles sont souvent cachées. Ou sinon,
Ce sont des charges dites variables. Par exemple, vous avez recours à des prestataires ou des apporteurs d'affaires qui vous prennent une commission sur les chiffres d'affaires qu'ils génèrent, etc. C'est typiquement ce type de charge-là qu'il faudra analyser avec beaucoup de précision. Voilà. Voilà sur cette phase de la méthode. Donc après, on verra dans la deuxième partie, ça se traduit par des outils à mettre en place concrètement. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Ok, parfait. Donc la phase suivante, le troisième temps, analyser. Donc là, je reviens un peu sur ce que je disais, c'est que une fois que vous avez prévu, une fois que vous avez mesuré, dans la mesure où vous avez comparé la réalité de ce que vous avez, le réel avec ce qui était budgétisé, il faudra analyser. Et analyser, là, on rentre typiquement dans vraiment le travail du chef d'entreprise, c'est que, comme je vous le disais, les chiffres que vous aurez prévus ne seront jamais ceux que vous aurez en réalité, pour X raisons. Et en fait, pour réussir à devenir rentable, vous devez être en mesure de comprendre pourquoi les chiffres que vous avez eus sont différents de ceux que vous avez budgétisés. Et ça varie d'une société à l'autre. Ça peut être pour plein de raisons. Les causes, elles peuvent être externes. Par exemple, pandémie mondiale, j'ai plus de clients. Les causes, elles peuvent être internes, dans la mesure où ça peut être parce que, si je prends l'exemple des charges variables, parce que c'est ça qui joue beaucoup. Je suis consultant, j'ai recours à un prestataire de service à qui je sous-traite, par exemple, si je suis dans le web design, disons, la création des sites internet, parce que je ne sais pas le faire ou parce que je n'ai pas le temps. Je lui sous-traite ça, je compare ce que j'avais prévu avec la réalité, dans la mesure où je regarde la différence entre mes dépenses et mes recettes, et je me rends compte que les chiffres ne sont pas du tout ce que j'avais prévu. Ça peut être par exemple parce que je lui reverse beaucoup plus de commissions que ce que j'avais prévu. Et donc derrière, la conclusion de ça, c'est qu'il faudra prendre une décision de gestion sur est-ce que je continue à travailler avec cette personne, est-ce que je me forme en interne, etc. etc. Donc l'idée, c'est que à chaque fois que vous aurez mesuré l'activité réelle que vous avez eue, ça doit déboucher sur une analyse et sur une décision de gestion. Il faudra toujours que vous soyez en mesure de comprendre pourquoi vous avez eu des écarts. Il y en aura tout le temps, mais il faudra toujours analyser pourquoi vous en avez eu. Parfois, les écarts seront positifs, dans la mesure où vous pourrez avoir des chiffres qui sont bien meilleurs que ce que vous aviez budgétisé. Donc, dans ces cas-là, il faudra quand même réfléchir aux raisons de ces écarts-là, et ça pourrait être parce que ce que vous aviez budgétisé était trop bas, dans la mesure où vous avez, entre guillemets, pas visé assez haut. Et donc là, on rentre vraiment dans la psychologie des entrepreneurs, c'est que souvent, on peut avoir tendance, les objectifs que vous allez vous fixer, c'est finalement ce que vous vous permettez d'atteindre comme objectif. Et ça dépend des profils de chacun, mais souvent, on peut avoir tendance à fixer des objectifs trop bas parce qu'on a tous ce plafond qu'on a en tête qui nous fait nous dire, cette petite voix qui nous fait nous dire que finalement, on ne pourra jamais atteindre plus que ça, finalement. Et ça peut valoir le coup de vraiment se poser la question des objectifs que vous avez fixés, pourquoi est-ce que vous les avez fixés? Dans la mesure où si vous décidez de générer, je ne sais pas, un revenu net, on va dire, annuel de 60 000 €, pourquoi 60 000 €? Pourquoi 60 000 et pourquoi pas 120 000 plutôt? Parce que ça pourrait être 120 000 comme ça pourrait être 200 000. Mais derrière ces questionnements-là, c'est vraiment l'idée de comprendre la nature des objectifs que vous serez fixés. Et le rapport à l'argent qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, il est souvent dedans. C'est qu'on ne fixe pas des objectifs comme ça sans raison. Et dans cette phase d'analyse, il faudra essayer de comprendre pourquoi les objectifs n'ont pas été atteints, et s'ils ont été atteints, voire dépassés, ou même s'ils n'ont pas été atteints, pourquoi ces objectifs-là? Parce que ça peut être l'inverse aussi. On peut avoir fixé des objectifs qui sont beaucoup trop hauts, pas par rapport à nos capacités, parce que finalement, qui peut présumer des capacités qu'on a, mais par rapport aux ressources dont on dispose dans la société. Parce que n'oubliez pas que gérer une entreprise, c'est essayer d'atteindre des objectifs avec les ressources dont on dispose. Et naturellement, on est tous des êtres humains, on a tous des ressources qui sont limitées. On a tous des ressources qui sont différentes, mais elles sont toutes limitées. À un moment ou à un autre, on atteint certains plafonds qui vont nécessiter de trouver de nouvelles ressources pour atteindre de nouveaux objectifs. Donc voilà le but de cette phase d'analyse. Et voilà un peu la conclusion de cette première partie et des 3 temps de la gestion. Donc si je dois résumer sur comment être rentable, c'est déjà déterminer votre rentabilité. Donc la rentabilité, n'oubliez pas, c'est tout simplement la différence entre vos recettes et vos dépenses. Vous êtes rentable lorsque vos recettes dépassent vos dépenses. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et l'idée, c'est que pour savoir
comment être rentable, c'est la question qu'il y a derrière, c'est à quel point est-ce que vous voulez, grosso modo, que vos recettes dépassent vos dépenses. Et pour le savoir, il faut déjà commencer par déterminer l'ensemble de vos dépenses, l'ensemble de vos recettes et comment faire en sorte que vos recettes dépassent vos dépenses. Donc pour ce faire, il faudra mesurer régulièrement durant votre activité là où vous en êtes par rapport aux objectifs que vous aurez fixés précédemment et tirer des conclusions des écarts que vous aurez mesurés dans ce deuxième temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première grande partie? J'ai beaucoup parlé, je vais boire un peu d'eau. Vous souhaitez qu'on rentre un peu plus dans le détail, donc là, ça parlerait entre guillemets plus de compta, sur vraiment l'aspect dépenses et recettes. On peut ouvrir un micro. Hein. Peut-être le type de dépense, parce que le type de recette, c'est assez propre à son activité. Oui. Alors que le type de dépense, en fonction du statut de son entreprise, on a des charges qui sont incompressibles et des charges surprises. Si j'ai bien compris le témoignage de quelques personnes. C'est ça, oui. C'est ça. Effectivement, on peut grosso modo diviser les charges en deux grandes familles. Vous aurez, comme je disais, les charges fixes et les charges variables. Donc, les charges fixes, celles-là, que vous fassiez 0 € de chiffre d'affaires ou 500 000 € de chiffre d'affaires, on dit qu'elles sont fixes parce que leur montant ne changera pas. Donc, typiquement, l'exemple le plus simple, c'est le loyer. Vous avez un local commercial, le montant du loyer, il ne variera pas si vous avez fait un gros chiffre d'affaires ou pas. Et après, il y en a d'autres. Hein. La rémunération, si vous avez des salariés, les abonnements que vous pouvez avoir. Ça peut être quand on est consultant, je ne sais pas, les locations de logiciels quand vous en avez, Photoshop pour ceux qui l'utilisent, etc., etc. Donc, celles-là, ce sont les plus faciles à déterminer parce que finalement, je prends mon revenu bancaire mensuel et je regarde tout ce qui est passé, grosso modo, pour le mois. L'autre famille de charges qui est plus difficile, ce sont les charges variables. Celles-ci vont varier avec votre niveau de chiffre d'affaires. Donc, grosso modo, ce sont les charges qui vont augmenter si votre chiffre d'affaires augmente. Donc, celles-là, elles vont déterminer votre marge commerciale. Donc, vous n'en aurez pas forcément, parce que souvent, dans les activités de consultant, on n'en a pas nécessairement quand on ne sous-traite pas. Si vous faites tout vous-même, vous n'aurez pas nécessairement de charges variables. Vous aurez quasiment que des charges fixes. Donc, votre seuil de rentabilité, donc le seuil de rentabilité, c'est le moment à partir duquel vous serez en territoire positif. Finalement, ce sera votre montant de charges fixe. Donc, très concrètement, pour déterminer mon seuil de rentabilité, je prends l'ensemble de mes charges fixes. Elles s'élèvent à ce à quoi elles s'élèvent. Imaginons que c'est 10 000 €. Et je sais que je serai rentable à partir du moment où mes charges de fixe seront couvertes. Donc, à partir de 10 000 et 1 €, en soi, je suis rentable parce que j'ai couvert mes charges fixes. Mais c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que entre 1 € de rentabilité et 500 000, le calcul est le même, mais finalement, pour arriver à ce résultat-là, c'est là où les choses ça se complique. Et donc, pour arriver à, par exemple, si vous déterminez 10 000 € de rentabilité souhaitée, il faudrait être en mesure de dire, pour couvrir mes charges de fixe, j'ai besoin de tant de chiffre d'affaires. Pour arriver à 10 000 € de rentabilité, toujours selon cette formule simple, j'ai besoin d'atteindre tant de chiffre d'affaires. Et après, derrière, vous prendrez toutes les décisions qui vont avec pour atteindre ce chiffre d'affaires-là. Et on sort du domaine financier. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut calculer le taux de rentabilité au mois, au trimestre, à l'année, pour vraiment se situer dans ces dépenses, surtout pour ajuster peut-être les dépenses variables? Oui, après, c'est vraiment selon chacun. Maintenant, à mon sens, vous pouvez décliner effectivement un taux de rentabilité visé, grosso modo, mois par mois. Mais ça fait, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, ça fait quand même beaucoup je trouve, hein, ça fait beaucoup de calculs, ça fait beaucoup de papier finalement pour peu de choses. Ce qui peut être intéressant, en revanche, c'est de fixer un taux de rentabilité visé, par exemple, à la fin de l'année et d'analyser son évolution d'un mois à l'autre.
Ah oui. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. C'est ce que je préconiserais plutôt. Mais effectivement, surveiller son taux de rentabilité mois par mois, ça peut être intéressant. Mais ce n'est pas forcément le cas selon vos activités. Peut-être que le taux de rentabilité, vous aurez besoin de le connaître à la fin de l'année. Vous pourrez le comparer à l'année précédente. Mmh. Si vous voulez le faire mois par mois, ça peut être le cas aussi. Mais en soi, les variations de charges ne seront pas non plus extrêmes, sauf si vous avez beaucoup recours à des prestataires, auquel cas, oui, là, ça peut être intéressant. Mais pour surveiller son taux de rentabilité d'une période à l'autre, dans le cadre d'une activité de consultant, ce n'est pas tellement de le comparer mois par mois. Ce que je considère, ce qui serait plus intéressant, c'est de le comparer affaire par affaire. Peu importe le type d'affaires que vous avez. Si, par exemple, je prends le cas de mon activité de comptable. On a un budget, les gens nous payent tant d'honoraires de comptabilité. Pour comparer ma rentabilité d'un dossier à l'autre, je compare mes objets de coût, grosso modo. Donc, typiquement, quand on est consultant, étant donné que ce qu'on vend, c'est notre savoir-faire intellectuel, c'est comparer le temps passé sur un dossier avec le temps passé sur un autre dossier. Vous aurez une idée, du coup, grosso modo, de la rentabilité brute d'un dossier par rapport à un autre. Et ça vous permettra d'arbitrer. Bon, là, après, c'est plus dans les objectifs commerciaux, mais de faire des choix commerciaux dans la mesure où vous pourrez accepter d'être moins rentable sur un dossier parce que vous savez que ce dossier-là va vous générer un chiffre d'affaires plus élevé. Voilà. D'accord. Vraiment, c'est ça. L'idée, c'est de Oui. fixer un taux horaire, comme on dit, un TJM sur des activités de consulting, par exemple, quand on vend du service, quoi. Oui, exactement, oui, exactement. Pour Et ne pas dépasser, pour pas se dire, on travaille trop pour pas gagner grand-chose, parce que le chiffre d'affaires, finalement, si on passe, je sais pas moi, 3 semaines sur un dossier qui ne rapporte pas, alors qu'on ferait mieux de c'est ça. travailler peu de temps sur un dossier, enfin peu de temps ou le temps nécessaire sur un dossier qui nous rapporte plus, c'est plus intéressant. Enfin, C'est je pense que exactement. Lydie, toi, tu dois pouvoir, enfin, c'est quelque chose peut-être que tu fais dans ton activité, non? D'analyser le coût horaire, tu veux dire? Non, mais que tu passes plus ou moins de temps en fonction des projets que tu as, en fait. Ah oui. En fait, effectivement, moi, je note toutes les heures que je passe sur un projet. Et l'idée à la fin, c'est de comparer le temps que j'ai passé par rapport à ce que j'ai facturé pour voir si je suis dans les clous et pouvoir ensuite adapter pour les prochains projets. Parce que je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y a certains projets où c'est pas rentable parce qu'ils sont trop petits et qu'il y a un temps de démarrage qui est un peu incompressible. Ça fait un peu un temps fixe, en fait, qui, quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille du projet, il est là ce temps-là. Et si c'est trop petit, en fait, tu sais d'avance que tu vas pas pouvoir facturer, en fait, tout le temps que tu passes. Ça va pas être possible. Mais ouais, c'est pas évident, hein, l'histoire des coûts horaires, là. Oui. C'est Oui. vraiment très, très difficile, je trouve. Entre nous, c'est vraiment la partie la plus difficile. Ouais. C'est vraiment la partie la plus difficile dans la mesure où, si je reviens sur le premier temps, c'est de réussir à, comme on disait, prévoir et de savoir réellement ce que nous coûte tout ce que l'on fait. Surtout que c'est un point important, c'est que quand on est consultant, comme c'est notre temps qu'on facture, il faut comprendre que on a notre taux, notre TJM, etc. Mais finalement, on ne peut pas facturer, enfin tout le temps qu'on utilise n'est pas facturable. Donc, il y a une énorme partie de notre temps qui n'est pas facturée. Et sur le chiffre d'affaires qui va être facturé, tout ce temps-là qui n'a pas été facturé, il faut qu'on réussisse à revenir un peu dans les clous. Parce que, même si ce n'est pas facturé, ça a quand même un coût pour notre entreprise. Parce que le temps que je passe à faire de la prospection commerciale, surtout au début, parce que je n'ai pas de clients, c'est un coût. Et c'est un coût que les clients que je facturerai vont devoir couvrir, grosso modo. Parce que certes, ce n'est pas une charge que je vais décaisser, mais étant donné que j'ai quand même des objectifs de rentabilité et grosso modo un salaire à me payer, il faudra que les clients que je facturerai puissent couvrir ce montant-là. Donc là, typiquement, on est dans les charges effectivement qui sont variables. Moi, je sais que la difficulté que j'ai, je trouve, c'est que j'ai beaucoup de charges variables. Oui. Donc, c'est difficile d'anticiper. Bon, là, après, moi, ça va être mon deuxième exercice. Enfin, je viens de finir mon deuxième exercice comptable. Oui. Donc, je vais pouvoir avoir un peu plus de recul.
Mais lors du premier, j'ai l'impression de naviguer mais complètement à vue sur mes charges variables, parce que j'avais assez peu de charges fixes en fait. Donc, c'est pas évident de… Tu peux rappeler ton activité, Lydie, pour les personnes qui ne connaissent pas? Donc, moi, je suis décoratrice et architecte d'intérieur pour les particuliers et les professionnels. Tu as pas mal de charges variables parce que tu es amené à acheter du matériel, c'est ça que tu revends? Alors, en fait, quand je dis charges variables, c'est que je me forme régulièrement. Donc, j'ai des formations. Je sous-traite certaines parties, mais pas tout, enfin, des choses où j'ai entre guillemets moins de valeur ajoutée. J'achète effectivement de la marchandise pour des clients, donc ça va dépendre vraiment des projets que j'ai. Il y a des mois où il n'y aura rien et d'autres mois où il y en aura plus. Quoi d'autre? J'ai pas mal de déplacements aussi. Donc ça, là, cette année, forcément, ça a été très, très, très limité. Mais c'est variable tout ça, en fait. Donc, c'est pas évident, je trouve. Donc là, il faut que je fasse une moyenne mensuelle par rapport à toute l'année, en fait. Oui. Enfin, je pense. Ce qu'il faut faire, c'est… Donner une moyenne mensuelle, quoi. C'est finalement, oui, l'idée, c'est de réussir à intervalles réguliers, mensuellement, je pense que c'est bien, de comparer finalement les périodes. Donc là, le bilan comptable que tu as va te permettre de comparer sur une période d'1 année. Mais après, effectivement, ça, en interne, de le diviser en mois et de le suivre mois par mois, c'est effectivement la première chose à faire. Faire une provision. Et puis vraiment s'assurer de prendre vraiment toutes les charges variables. Parce que c'est ça qui est difficile lorsqu'on est indépendant, c'est qu'on a beaucoup de coûts qu'on n'arrive pas forcément à estimer, mais qui sont de réelles charges pour l'entreprise. Par exemple, quand on commence la prospection commerciale, de se créer un réseau, de finalement participer à des réunions, etc. C'est vraiment des choses qui ont un coût, même si on ne sort pas d'argent pour les payer, entre guillemets. Parce que dans la journée de travail, disons qu'il y aura toujours 8 heures. S'il y en a 4 qui sont affectés à la recherche administrative, au commercial, etc., il faut comprendre que quand on facture du temps, ça a un coût. Ça a un coût pour soi parce que ça nous enlève du temps qu'on pourrait autrement utiliser pour facturer d'éventuels clients. Donc, même si tu comptes les charges, si tu vas par exemple à des réunions de réseau, etc., tu comptes ça comme une charge variable? Je ne le compte pas comme une charge variable dans la mesure où je n'ai pas de chiffre en face à mettre. Oui, c'est ça. Je ne dirais pas que, mais je dirais que je le compte dans une charge comme une charge variable indirectement parce que je sais que je travaille 8 heures par jour. J'ai fixé mes objectifs. Je sais que pour réussir à générer tant de chiffre d'affaires, j'ai besoin, grosso modo, de facturer tant. Et le total que je peux facturer, je le divise par mon nombre d'heures facturables nécessairement. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Exactement, et c'est ce qu'il faut faire. Mais toutes tes heures non facturables, grosso modo, ces heures que tu vas utiliser pour d'autres choses, finalement, ce n'est pas une charge variable dans la mesure où tu ne vas pas payer à quelqu'un les heures où tu as fait de la prospection commerciale. Mais je sais qu'indirectement, c'est un coût pour mon entreprise, puisque c'est du temps que je ne pourrais pas utiliser à facturer. Donc, si je sais que je peux travailler vis-à-vis de mon… Enfin, je me lance, je fais 4 heures de prospection commerciale par jour, je pourrais générer que tant de chiffre d'affaires maximum. Au bout de 2 ans, lorsque mon réseau sera lancé et que j'aurai plus besoin que de prospecter pendant 1 heure, même si ce n'est pas une charge, je sais que ça me dégagera 7 heures de plus pour facturer, idéalement. Et donc, du coup, que c'est un levier d'augmentation de mon chiffre d'affaires qui est important. Mais vraiment, cet aspect de temps non facturé, ce n'est pas nécessairement une charge, mais ça a plutôt un coût. Ouais. Et ce coût-là, quand on se lance, c'est finalement le coût le plus important. Dedans, je compte aussi, comme tu disais, la formation, c'est que nécessairement quelque chose que je suis entrepreneur débutant, je n'ai pas la même expérience qu'au bout de 3 ans. Donc forcément, tout ce que je vais faire, je vais le faire plus lentement et moins bien, entre guillemets, que quand j'aurai 3 ans d'expérience. Sans qu'on rentre dans les aspects techniques de vos métiers, mais c'est que forcément, 1 heure que je vais passer à faire de la prospection, quand je ne serai pas très à l'aise, ça aura forcément un impact plus important sur mes chiffres que 1 heure quand je serai vraiment très à l'aise et que je décroche mon téléphone et que je pourrais décrocher des contrats comme ça. Pour moi, la formation, c'est même pas lié à ton niveau. Enfin, j'exagère quand je dis ça, mais pas lié à ton niveau d'expertise. C'est que pour moi, il faut se former tout le temps. Donc, forcément, même si ça fait 5 ans que tu fais ce métier-là, ça change tout le temps, quoi. Donc, il faut être à jour, il faut avancer, il faut… Est-ce que le coût de la formation, finalement, tu ne peux pas le traduire en coût fixe en regardant en gros le volume de formation que tu fais chaque année et en te disant, je considère en coût fixe, par exemple, je ne sais pas, 2 000 € de formation par an,
plus les heures du coup que tu ne fais pas, et de rajouter ça et de dire finalement je rentre ça en coût fixe et du coup ça gonfle un peu mon taux horaire et c'est ton taux horaire qui va le prendre en compte au bout d'un moment. Ouais, clairement. Oui, clairement, ouais, tout est possible. Oui, après, c'est vrai que c'est ça, c'est qu'il faut prendre en compte tous les types de frais et charges que vous pourriez avoir. Et souvent, ces frais-là, ils sont très différents de ce à quoi on peut imaginer. La formation, ça en fait partie, la prospection commerciale, etc., etc. Tout à fait. Effectivement, comme tu le disais, tu peux décider d'un montant fixe à l'année. Donc, typiquement, le traduire par un montant, c'est faire un budget. C'est grosso modo budgétiser dans mes comptes 2 000 € de formation. Et en plus de ça, ce qui peut être intéressant, c'est de comparer pour des activités telles que les vôtres, finalement, ce que les gens pratiquent pour voir comment vous êtes par rapport à eux. Parce que par exemple, si dans une activité où la plupart des entreprises telles que les vôtres font, je ne sais pas, 5 000 € de formation par an et que vous en avez 1 000 de votre côté, nécessairement, il faudra se poser la question de pourquoi est-ce que ça peut être… est-ce que c'est normal, entre guillemets, quoi. Donc, si ça Bravo, t'as fait fuir Lydie là. Ah oui, j'ai vu qu'elle est partie. De parler de tout ça. C'est mon chat qui voulait rentrer. Donc, du On coup, avait un petit quiz. il y a un quiz qui est prévu, du coup. Donc, Ouais. c'est pas un contrôle, hein, rassurez-vous. Je le lance. Ah, voilà. Alors, vous le voyez, du coup? Ouais. Est-ce que je lis les questions ou pas? Alors, je peux le faire si tu veux, comme ça, je te laisse. Quel est le meilleur moyen pour moi? Enfin, on va apparaître les unes après les autres. Donc, déjà, quel est le meilleur moyen pour moi de prévoir mon activité avec le plus de précision? Mettre des chiffres qui flattent le plus mon ego, car de toute façon, j'ai un super concept, ça va cartonner. Réponse B, je n'ai pas besoin d'essayer de prévoir mon activité car je connais très bien mon marché. Réponse C, trouver le plus d'éléments factuels, quitte à ce que les prévisions en mettent un sacré coup à mon ego. Deuxième On question. va bien pouvoir répondre. Quel suspense. Deuxième question, quelle est la fréquence idéale pour mesurer mon activité et prendre les décisions? Réponse A, avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, tout est dans le dosage et dans la modération. Réponse B, tout le temps et encore tout le temps. On n'en parle pas assez, mais c'est super important de connaître le coût d'opportunité de chaque pause café. Réponse C, une fois de temps en temps, c'est bien, surtout quand les chiffres sont bons, c'est encore mieux. Troisième question, je vois que tout le monde a répondu, c'est ça. Pourquoi analyser finalement les affaires marche plutôt bien? Ça ne sert à rien quand tout va bien, comme a dit Al Pacino. Si quelque chose fonctionne, ne le répare pas, continue, suis le courant. Réponse B. Ce n'est pas obligatoire, je n'ai pas envie de devenir un milliardaire capitaliste. Réponse C. Parce que cela fait partie de l'activité de chef d'entreprise. Et comme on dit, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Quel suspense. Nous avons donc 8 personnes sur 20 qui ont voté, seulement 40%. Grâce aux 1 minute 49 qui sont passées. C'est la raison de faire Spegreen de G. Attends. Mais c'est ta voix. Mais moi, je savais pas je pensais qu'on faisait ça ensemble. Mais allez-y. Elisabeth, ta voix était langoureuse et tout ça. Mais oui, moi, je t'écoutais avec ta voix là. Je voulais hypnotiser tout le monde. C'est clair. Alors, recommencez, osez y aller. Ouais. Change de voix, Elisabeth, change de voix. Alors, réponse 1. Non, mais pas change de voix, de ton. Change de métier, parce que franchement… Non, mais c'est pas grave. Merci. Alors, pour avoir des charges, des recettes, j'ai aussi pensé du téléphone rose. Non, des podcasts. Des podcasts, de l'audio, je te vois trop faire ça. Ah ouais, podcast, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est vrai que tu as une voix qui se prête bien à la radio, je suis d'accord. D'accord. Ouais. Eh Bon, ben, on se concentre là, parce que moi, j'ai pas répondu. L'endormissement à 22h. Bon, les filles, bossez un peu, bossez là. Quel est le meilleur moyen pour moi de prévoir mon activité? Non. Donc, on vous laisse encore 2 minutes. Ouais. Je vais faire inspectrice maintenant. C'est concentré là, ça parle plus. Hein. Ah, c'est ça. Les gosses, vous n'êtes pas couchés là? Ah, c'est les miens que t'entends peut-être. Attends, je vais mettre en mute.
Non, je vais bien, mon chéri. Ah, moi aussi, dis donc. Fini. Très bien, encore, il y a 16 personnes sur 20 qui ont répondu. Plus que 4 personnes. Allez, go. Le suspense est à son Donc, comble. moi, je n'ai pas répondu, du coup, donc au maximum, il y aura 19 personnes, quoi. Ouais. Bah, je pense qu'on peut considérer. Est-ce qu'il y en a encore qui sont en train de répondre? C'est bon. Oh, c'est bon. J'arrête au bout de 4 minutes 30, soit dans C'est pas mal. 15, 14, 13. On n'a Je pas ne dit vois pas téléphone rouge, apparaître. Elisabeth. Hein. J'arrête. Merci à tous. C'est parfaite, Elisabeth. Partagez les résultats. Est-ce que là, vous voyez les résultats? 100%. Oui. Oui. Abdou, nous te laissons la parole pour commenter ces magnifiques résultats. Je peux faire la voix de speakerine encore. Donc, du coup, bon, bah, ça va. Donc oui, bon, l'idée des questions, c'était d'aborder rapidement des points, parce que, à mon sens, c'est souvent ce qui se passe, parce que malgré le ton un peu, hein, je pense que pour beaucoup, on a tendance à tomber dans ces pièges-là. Donc notamment sur la partie de prévoir mon activité, on fait tous ça, enfin en tout cas, beaucoup de gens le font, et on a tous cette propension ouais, à mettre finalement des chiffres qui nous arrangent le plus. Donc l'idée de la question, c'était vraiment de vous rappeler que la phase de prévision, il faut essayer d'être le plus détaché possible, autant qu'il est possible, de ses propres émotions, donc finalement de ses désirs, de ses rêves, hein, et d'être vraiment le plus objectif possible. Ça vous demandera de vraiment chercher les choses les plus factuelles possibles. Idéalement, il faudrait que pour chaque chiffre que vous allez mettre dans vos prévisions, vous ayez des données derrière. Par exemple, de savoir que, je ne sais pas, c'est vraiment ce qui se pratique sur le marché dans lequel vous opérez. Donc, pas juste essayer de lutter contre cette tendance qu'on a tous à mettre finalement des chiffres qui nous conviennent, quoi, grosso modo. Parce que on ne veut pas perdre sa motivation, donc on a besoin que les chiffres soient plutôt bons. Mais malheureusement, il vaut mieux voir la vérité en face dès le début et être le plus exhaustif possible. Donc ensuite, sur la fréquence Ça peut faire idéale. mal. Hein. Pardon? C'est vrai que ça peut faire mal quand Oui. tu te prends la réalité en pleine face. Ben, c'est ça, parce que ça peut faire mal. Il va falloir que je fasse tout ça comme chiffre d'affaires pour arriver à cette rémunération. Mais tu sais que Et justement, je serai au SMIC. Ah ouais, quand même. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Prendre compte de la somme, grosso modo, de travail qu'il va falloir abattre pour y arriver. C'est clair. Il vaut mieux s'en rendre compte dès le début et de pouvoir ajuster sur ce qui est possible ou pas, plutôt que de se lancer et de s'épuiser pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, et finalement de jamais réussir à franchir ce cap-là. Il vaut mieux savoir que le cap est vraiment très haut pour se préparer à l'atteindre, plutôt Donner des paliers aussi. Oui, exactement. Ouais. De se donner des idées. Enfin, ça peut débloquer en plus des idées pour réussir à savoir ce qui est. Parce que de savoir ce qui est atteignable ou pas, ça permet de voir la vérité en face. Bon, des fois, c'est difficile, mais une fois qu'au moins ça s'est fait, ça donne des idées, à mon sens. Ça donnera des idées pour réussir à atteindre ces objectifs-là. Parce que des prévisions qui paraissent inatteignables, ce n'est pas nécessairement qu'elles le sont. C'est comme je disais encore, je me répète, c'est que peut-être qu'à l'heure actuelle, les ressources qui vous sont affectées ne sont pas suffisantes. Mais les ressources, c'est comme pour tout, hein, ça se trouve. Justement, à quelle fréquence est idéale pour mesurer son activité et prendre des décisions? C'est Personne n'est ça. d'accord. Le suspense oui, à son celle-là, comble. elle pose un peu plus débat parce que… Je me permets d'accélérer un petit peu les résultats. Du coup, étant donné que personne n'est d'accord sur celui-là, selon toi, Abdou, c'était quoi la bonne réponse? Ah oui, c'est vrai. Du coup… Tout le temps? Non, c'est avant l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. C'était celle-là la bonne réponse. D'anticiper, en fait. Oui, c'est ça. Dans le sens où l'idée, c'est que vous pouvez mesurer autant de fois que vous le voulez. Mais le plus important, c'est que ce soit mesuré assez souvent pour que ce soit utile. Le danger de tout ça, c'est de tomber dans un truc, une usine à gaz, où on fait des chiffres, on met des process, etc. Tandis que quand on est encore petit, on n'a pas nécessairement besoin de regarder les choses tout le temps. Ouais. Il faut juste que ce soit le nombre de fois qu'il faut, et ça, ce sera à vous de le déterminer. Inutile de se pas se donner de pause parce que ceci, parce que cela. Quoi. Une fois par semaine, une fois par mois, ça dépend vraiment des activités de chacun.
Et pourquoi analyser finalement? Finalement, tout le monde a bien retenu ta phrase de les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Parfait. C'est ça, exactement. Ouais, exactement. Il me semble qu'il y le travail d'analyse, il faut toujours le faire, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il me semble qu'il y avait un petit partage d'expérience dès maintenant. Du coup, Hélène? Oui. Pour continuer, voilà, c'est d'ailleurs Lydie qui a commencé. Je voulais aussi proposer à Nathalie de nous partager son expérience. La notion de rentabilité dans ton activité, c'est comment est-ce que tu l'as abordée, toi, au début, et puis est-ce que ta vision maintenant est un petit peu différente? Tu peux peut-être, pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire ce que tu fais? Oui, alors bonjour. Donc, moi, j'accompagne des femmes en reconversion, en création et en développement d'activités. Alors, en fait, c'est un peu particulier parce que, comme je te le disais au téléphone, moi, j'étais auparavant directrice de centre de profit. Donc, comme le nom l'indique, il faut qu'il y ait du profit. Donc, de ce fait-là, en termes de renta, en fait, c'était un peu normal. Tu vois, c'était pas quelque chose de vraiment très exotique pour moi. Par contre, ce qui était exotique, c'était de vendre véritablement ma prestation. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, surtout quand on se reconvertit, parce qu'en fait, on était payé en tant que salarié dans un domaine particulier. Et là, en fait, on change le domaine, on manque parfois de légitimité parce que pas encore peut-être suffisamment de clients, etc. Et donc, je crois que c'est l'une des premières difficultés des personnes qui se reconvertissent, surtout quand elles vendent leurs prestations, c'est en quoi suis-je légitime et qui suis-je, entre guillemets, pour demander telle rémunération, tel tarif, sachant que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore beaucoup de clients. Et ça, c'est quand même quelque chose de très récurrent quand on débute. On a tendance à être super content d'avoir des clients et limite, en fait, même si on n'est pas payé, on est super content qu'on nous ait fait confiance un jour. Et ça, c'est un truc, c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut se battre parce que par rapport à ce que disait Abdou, je trouve ça très important de prévoir un chiffre d'affaires, mais ensuite de le diviser en prix de vente moyen, c'est-à-dire combien faudra-t-il de prestations pour arriver à ce chiffre d'affaires-là. Et ça va être hyper important parce qu'on se rend compte parfois que quand on crée une activité, on se dit oui, bon, allez, j'ai besoin de tant de chiffre d'affaires. Et en fait, quand on retourne dans la réalité en se disant, bah voilà, pour faire tant de chiffre d'affaires, il me faut combien de clients, on s'aperçoit qu'il faut 50 000 clients. Auquel cas, il y a un gros travail à faire, soit en termes de fixation de tarifs, soit en termes même d'activité en règle générale. Tu vois, il y a vraiment une prise de conscience que oui, quel chiffre d'affaires il faut, mais il va se faire avec des clients. Et donc, ces clients, combien il faut de clients et à quel prix. Et ça, c'est un sujet très, très important d'entrepreneuriat. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est un sujet à travailler et c'est un sujet à travailler par rapport au positionnement, par rapport donc au marché, comme disait Abdou, par rapport aussi à la valeur ajoutée de ce que vous voulez apporter à vos clients, parce que vous aurez toujours des personnes moins chères de toute façon. Là, aujourd'hui, vous voulez chercher une graphiste, vous allez à Madagascar et elle ne vous coûte rien. Donc, si vous êtes graphiste, forcément, vous allez devoir justifier le fait que vous avez tel taux horaire, mais parce que vous avez telle valeur ajoutée par rapport à la main-d'œuvre étrangère qui est vraiment, vraiment pas chère. Donc, je conseille vraiment de sortir par le haut, c'est-à-dire pas se battre sur les prix parce que vous aurez toujours moins cher, mais par contre se battre sur une valeur ajoutée, sur des éléments forts qui font à la fois votre légitimité, parce que ça va vous rassurer, vous, et à la fois la valeur ajoutée, la valeur pour le client. Voilà. Et puis, il y a un autre sujet super important, c'est la notion de croyance limitante. Comme disait Abdou, on a tous des croyances, en particulier des croyances limitantes vis-à-vis de l'argent.
notamment par rapport à notre culture judéo-chrétienne, notamment les riches sont les mauvais, ils sont des voleurs, etc., etc. Et ça, cette problématique, elle engendre des freins qui sont plutôt inconscients dans un premier temps. Ils deviennent bien conscients quand on se prend le mur plusieurs fois. Mais c'est vraiment la notion de, OK, qu'est-ce que, si je gagne tant, est-ce que je suis OK avec ça? Si je gagne tant, est-ce que je suis OK avec ça? Parce que dans notre inconscient, parfois, eh bien, le fait de gagner bien notre vie, eh bien, c'est pas, on ne le vit pas forcément très bien parce qu'on a entendu auparavant dans notre enfance que les riches étaient des voleurs, que quand on était riche, on perdait son âme, ou bien quand on gagnait de l'argent, on perdait son âme. Et puis quand vous regardez la télé, ou bien même dans notre société, en fait, c'est mal vu de réussir et de gagner de l'argent. Donc, il faut quand même se mettre au clair avec ça, sur le fait que c'est pas grave, même c'est bien de gagner de l'argent, parce que si notre activité n'est pas pérenne, il faut savoir que de toute façon, on revient à la case salariat. Donc, concrètement, c'est parce qu'il est simple le sujet, en fait. C'est soit on arrive à bien fixer nos tarifs, à avoir des clients et à être rentable en travaillant sur, en effet, les coûts fixes et tout ça, soit on n'y arrive pas, et auquel cas, il n'y a pas de débat. C'est retour à la case départ. Donc, vraiment bien avoir conscience que ce n'est pas pour faire de l'argent, c'est pour gagner notre vie, pour être pérenne, pour rendre service à des clients, pour satisfaire un bon nombre de clients, parce que de toute façon, au final, si on n'est pas pérenne, eh bien, on ne sert plus de clients non plus. Et si on a une activité en plus avec une vision, avec une passion, etc., et on veut avoir une action positive, eh bien, il faut savoir que cette action positive, elle peut s'arrêter très rapidement. Donc, moralité, si on veut faire le bien, on est obligé de réussir, on est obligé d'être rentable et pérenne. Et une question, Nathalie, c'est Axel. Quand tu t'es lancé, tu as travaillé directement au TJM ou tu as constitué des offres et des packages pour travailler au forfait? Tout de suite au forfait. À l'heure, ça ne marche pas. Oui, sur ton métier, ouais, c'était peut-être plus compliqué. Oui. En fait, concrètement, on accompagne. Et puis en plus, c'est pas. C'est vraiment le forfait, il est plus intéressant parce que tu vas pouvoir mettre de la valeur ajoutée. Alors que si tu le mets au tarif horaire, tu seras toujours comparable justement avec quelqu'un qui fait ça en Inde et qui ne le fait pas cher. Donc, il y a vraiment ce côté valeur ajoutée, donc aller chercher en effet, travailler à fond ces personas pour aller vraiment, vraiment à fond sur ce dont ils ont besoin. Et puis, aller mettre l'expérience client qui va bien, le truc qui va bien, toi, justifier de ton expertise, etc., pour justifier ton niveau de tarif et la rentabilité pour le client en termes de retour sur investissement. Mais parfois, le risque au forfait, c'est que tu estimes que tu vas passer tant de temps. Au final, tu exploses le compteur. Ouais. Compliqué d'aller passer une hausse à ton client, lui dire qu'il faut… Tu le fais une fois et après, tu sais, comme disait Lydie, c'est du test and learn. C'est-à-dire que tu le fais une fois, tu te plantes, la prochaine fois, tu prévois un plus 20% parce que tu sais que tu as toujours envie de baisser le prix. Et puis… Ouais, au départ, ça fait un petit peu peur, en effet, de mettre un tarif. Parfois, certains tarifs paraissent élevés. Et puis, au final, faut y aller. Quoi. Et c'est vraiment en creusant le marché aussi, tu vois, c'est en faisant ton positionnement, en estimant tes coûts, etc., le nombre de clients, le prix de vente moyen, etc. Mais aussi derrière, ta concurrence. Et puis ton degré d'expérience aussi. Au début, tu es un petit peu moins cher qu'à la fin. Au début, tu as besoin de clients aussi en termes de témoignages, en termes de recommandations. Et une fois que tu les as, ça te fait une valeur ajoutée supplémentaire qui peut prouver ton expertise. Et donc, ça peut justifier une augmentation de tarif. Tu vois l'idée ? Oui, tout à fait. Donc, c'est intéressant là de voir que la rentabilité de l'activité, c'est évidemment une bonne gestion financière, comme nous l'a présenté Abdou, mais il faut aussi partir d'un point de départ avec une valeur qu'on apporte et arriver à estimer cette valeur, à la valoriser et à la faire peut-être évoluer aussi dans le temps. Mais ce n'est pas grave de se tromper dans les premiers temps parce qu'il faut bien se faire son expérience et puis…
Et puis, c'est comme ça qu'on apprend. Oui, c'est clair. Ouais, je propose qu'on continue sur la deuxième partie, sinon on va vous garder jusqu'à 22h. Ça va peut-être pas vous plaire, et c'est peut-être pas Abdou non plus. Je te propose de continuer. Oui, c'est parti. Ouais. Ça marche, merci. La deuxième partie, je l'ai pensée comme… l'idée ici, elle sera forcément plus courte que la première. L'idée, c'est de voir concrètement les outils, d'avoir des idées d'outils qui peuvent être mis en place au sein de vos activités. Donc, parce que les 3 temps dont on a parlé, finalement, il faut qu'ils s'appliquent de façon concrète dans vos activités. Et du coup, le premier outil, si on reste dans la phase de prévision, ça va être les budgets prévisionnels. Donc, les budgets prévisionnels, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler, etc. Mais l'idée, c'est que lorsque je parle de budget prévisionnel, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment en décliner plusieurs. Donc, vous n'avez pas besoin, vous ne pouvez pas avoir juste un seul budget. Il ne peut pas être global. Par exemple, comme tu le disais à l'instant, c'est vrai que je peux partir d'une idée de budget de chiffre d'affaires, des budgets des ventes. Mais celui-là, l'idée de le décliner en budget, c'est parce qu'il va falloir en définir les paramètres. Parce que tu disais très justement que le chiffre d'affaires, c'est un montant, mais il dépend de plusieurs paramètres. Ça peut être le nombre de clients, ça va être le nombre de clients multiplié par le montant des prestations que je vais facturer. Et c'est sur ces 2 paramètres-là qu'en tant qu'entrepreneur, vous pouvez jouer. Donc après, il y a toute une réflexion, comme tu disais, qui va venir. Mais l'idée de faire un budget des ventes va permettre de déterminer le nombre de clients que vous souhaitez atteindre, que vous devez atteindre, le montant de la prestation que vous devez atteindre et comment ça va se matérialiser en montant de chiffre d'affaires global. Donc, voilà l'idée du budget que vous pourrez définir pour le budget des ventes. Vous pouvez faire, selon vos activités, un budget finalement des prestations de services, budget des achats, lorsque vous avez recours à des prestataires, pour être sûr d'avoir un bon cap, faire un budget des prestations de services. Donc là, ça va être pareil, hein. Ça va être le montant du coût des prestations auxquelles vous faites appel et finalement la fréquence à laquelle vous en avez besoin. Ou si c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, comme dans le cas d'apporteur d'affaires, ça peut être le taux de commission qu'ils prennent et de voir à combien le montant de la commission s'applique pour un niveau donné de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de décliner tous les objectifs que vous aurez préparés en budget. Vous pouvez avoir autant de budget que vous voulez. Je n'insiste pas sur la forme parce qu'encore une fois, pour moi, la forme c'est pas nécessairement le plus important. Ce qui va compter, c'est le fond de ce que vous allez mettre dedans. Donc, c'est des choses vraiment très basiques. C'est, comme on le disait pour le chiffre d'affaires, tant de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça signifie en termes de nombre de clients et puis en termes de panier moyen. Dans le cas d'un restaurant, par exemple, c'est le nombre de tables que j'ai, le nombre de services que je peux faire, donc le nombre de clients que je dois avoir par service et le panier moyen que je vais avoir pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais ça, de vraiment les décomposer en choses vraiment concrètes, ça permet de s'ancrer dans la réalité et de voir ce qui est faisable ou pas. Et la deuxième idée, comme je le disais, c'est de le décliner, les budgets, pour tout ce que vous pouvez avoir. Là, c'est à vous, pareil, de réfléchir aux activités que vous avez, mais vous pouvez avoir des budgets pour une activité, pour tout ce que vous pouvez faire. Budget commercial, par exemple. Vous êtes en phase de prospection commerciale parce que vous débutez. Un budget, finalement, affecté à la prospection, à ce que vous pouvez avoir en termes de budget pour les réseaux sociaux et j'en passe, et rester au maximum dans ce budget. Vraiment, voilà, c'est ça. Déclinez tous les objectifs que vous aurez en termes de budget, les décomposer en paramètres et essayer de jouer dessus. Pareil, après, la deuxième partie, comme je le disais, donc lorsqu'on passe dans la phase de mesure, ça va être d'avoir des tableaux de bord. Encore une fois, ce n'est pas un gros mot, hein, c'est juste des suivis. Encore une fois, un tableau Excel peut être largement suffisant pour voir exactement, comparer ce que vous aviez mis dans vos budgets dans le tableau de bord, déterminer les écarts que vous avez et ensuite prendre des décisions qui vont avec. Là, les tableaux de bord, encore une fois, je vous invite à les faire vous-même à prendre des modèles, mais de ne pas rester bloqué sur il me faut le tableau de bord, je vais demander à mon comptable parce que ceci, parce que cela. Encore une fois, les outils internes de gestion, à mon sens, ce sont les entrepreneurs qui doivent les préparer parce que c'est ceux que vous allez utiliser tous les jours et il faut que vous les compreniez. Et il faut qu'ils vous parlent et il faut que vous arriviez à en tirer le maximum. Donc, que ce soit pour le budget ou les tableaux de bord, c'est vraiment cette idée-là, d'avoir encore une fois, hein, en soi, si on veut être dans le concret, ça peut être juste 2 colonnes, quoi.
2 colonnes sur les budgets. Donc, je veux tant de chiffre d'affaires, il me faut tant de clients à tel prix. Sur les tableaux de bord, c'est 2 colonnes sur les budgets, le réel en face, et puis sur Excel, une colonne moins pour voir les écarts que j'aurais eus. Et après, vraiment, de fixer des indicateurs qui sont pertinents pour vous dans ces tableaux de bord. Parce que le tableau de bord, il va permettre de mesurer l'activité, mais il faut que ce soit sur des indicateurs qui sont pertinents par rapport à votre activité. Ça peut être, par exemple, si je repars sur le budget des ventes, ça peut être un indicateur du nombre de clients. Combien est-ce que j'ai eu de clients par rapport à combien de clients j'avais budgétisé? J'avais prévu d'avoir, je ne sais pas, 12 clients à 1 000 € ce mois-ci. Finalement, j'en ai eu 10. Donc déjà, je peux analyser, j'en ai eu 10, disons, à, on va dire, 800 €. Donc la différence, concrètement, que lorsque je vais analyser, lorsque je vais avoir mon tableau de bord, il va m'indiquer qu'il y a une différence sur le paramètre nombre de clients et sur le paramètre, je sais pas, le budget, le forfait, grosso modo, que j'avais prévu de facturer. Donc si je passe dans ma phase d'analyse, je vais avoir 2 types de données à analyser. Parce qu'il faut garder en tête que les raisons de la différence entre le nombre de clients que j'ai eu et la réalité, et les raisons de la différence entre le forfait que j'ai facturé et ce que j'avais prévu, ça peut être des raisons totalement différentes. Donc, ça permet de vraiment de décomposer en fait les raisons des écarts que vous avez. Et donc, pour certaines personnes, elles vont se dire, je n'ai pas besoin d'analyser le paramètre du nombre de clients. Donc, du coup, elles ne vont pas le prendre en compte parce que, je ne sais pas, elles ont un client à qui elles facturent régulièrement des prestations. Donc, ce client, il revient régulièrement. Je n'ai pas besoin ou j'ai un certain nombre de clients à qui je facture des prestations tous les mois. Je n'ai pas besoin d'analyser le paramètre client, il ne bougera pas. Mais si je dois aller chercher des clients et que le nombre de clients est un facteur important, il faut que les outils internes que j'ai puissent être en mesure de déterminer les raisons de les différences entre chaque paramètre. Client, nombre de clients. Et après ça, là, c'est vraiment qu'un exemple, les ventes. À vous de réfléchir par rapport aux autres objets que vous pouvez avoir. Par exemple, ça peut être dans les charges, si vous en avez qui nécessitent d'être analysés, les décliner en budget. Souvent, c'est les prestations de services. Ça peut être aussi sur les budgets, déterminer des budgets par dossier, comme on avait vu, par affaire, et les comparer sur un objectif que j'avais fixé précédemment. Par exemple, j'avais prévu sur ce budget, c'est typiquement le budget, c'est ce que j'ai facturé. J'ai passé plus de temps que prévu sur tel dossier. Pourquoi ? Est-ce que c'est au niveau de l'organisation, etc., etc. Là, après, on rentre dans la phase d'analyse. Mais la phase d'analyse, elle va vous permettre d'apporter les correctifs sur la période suivante. D'où l'idée d'avoir des périodes, que ce soit le mois, la semaine ou le semestre. J'ai une question, Abdou. En termes d'outils, justement, est-ce qu'il y a quand même des outils qui peuvent être préconisés ou est-ce qu'un fichier Excel est le mieux? Alors, j'entends qu'on peut même le faire avec sa petite calculatrice, son papier et son crayon, mais est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, qui roulent bien aujourd'hui et qui sont assez simples d'utilisation? Oui, effectivement, il y a pas mal d'outils maintenant qui existent pour ce type de choses. Mais après, par exemple, il y a pas mal de logiciels de comptabilité qui sont mis sur cette partie, qui permettent aujourd'hui de faire des budgets. Par exemple, le QuickBook. Littéralement, c'est un outil qui est vachement connu, qui peut servir à piloter toute l'activité d'une entreprise, y compris faire sa comptabilité pour celles et ceux qui le font eux-mêmes, mais aussi mettre en place des budgets. Mais vraiment, l'idée, c'est il y a des banques en ligne aussi qui permettent de tirer, étant donné qu'il y a les flux bancaires qui sont tirés par ces outils-là, qui permettent de faire un suivi de l'activité. Il y a des applications ou des trucs comme ça? Pardon? Du type Linkso ou des choses comme ça? Celui-là, je ne le connais pas, mais par exemple, du type Conto, par exemple. Typiquement, avec Conto, on peut suivre sa comptabilité et mettre en place des suivis de gestion. Après, Ça à s'appelle chacun comment, tu dis, Abdou? Conto, Q-O-N-T-O, la banque en ligne Conto. Elle propose des outils et qui permettent de… Il y a des outils aussi qu'on utilise souvent, l'outil Fizen, un outil qui s'appelle Fizen, F-I-Z-E-N, qui permet, pareil, ça se relie à votre compte bancaire et il permet de, en qualifiant les opérations que vous avez eues, recettes et dépenses, d'avoir des super tableaux qui sortent. Mais après, encore une fois, les outils, j'aime bien dire, c'est vraiment, c'est finalement ça, c'est un outil. Parce que c'est comme pour tout, on peut avoir tous les outils du monde. S'ils ne sont pas adaptés à notre activité, à mon sens, ce n'est pas nécessairement intéressant. Parce qu'il y a beaucoup d'outils qui vont vous fournir des super tableaux, des graphiques, etc. Mais si ces graphiques ne nous parlent pas par rapport à notre niveau d'activité et ne nous permettent pas de voir l'essentiel, un tableau Excel, c'est très bien.
Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir des outils qui vous donnent les informations qui sont pertinentes pour vous. Et les outils préfabriqués, entre guillemets, ne sont pas toujours font pas toujours ça. Voilà. Donc l'idée sur cette partie, c'est de essayer au maximum en interne de mettre en place des outils informatiques ou autres qui sont adaptés à vous et qui vous permettent de faire ce suivi-là. Et de décomposer au maximum ce que vous allez analyser, ou en tout cas de le décomposer selon ce qui est important pour vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je n'ai pas entendu ton premier outil, c'était quoi? Le premier outil, ce sont les budgets. Les budgets prévisionnels. Non, QuickBooks. Ah, pardon, oui, QuickBooks, c'est Quick et book de livre, quoi. QuickBook. Celui-là est vachement bien. Il est plus complet que les autres dans la mesure où vous pouvez faire votre comptabilité avec aussi, mais il permet de préparer des budgets, de comparer. Une fois que vous avez rentré les budgets, lorsque c'est pareil, vous qualifiez les opérations que vous avez eues et ensuite il va vous tirer des états qui vont faire l'analyse entre le réel et le budgétisé. Donc, quand tu dis qualifier les opérations, c'est-à-dire dépenses, recettes. Oui, c'est ça, oui. En fait, ce type d'outil, il tire les opérations bancaires. Vous le reliez, il se relie au compte bancaire de la société. Donc après, vous qualifiez les opérations. Vous avez une petite liste de choix, par exemple, achat de petits équipements. Pour les recettes, chiffre d'affaires soumis à TVA. Vous pouvez les décliner en plusieurs types de chiffre d'affaires. Et ensuite, il vous tire grosso modo un résumé de tout ça, quoi. Une solution allant de 5 à 24,50 € par mois pour les 3 premiers mois. Ouais. Oui, QuickBook, moi je l'utilise, mais bon, parce qu'il est complet, il permet de faire sa compta aussi. Mais voilà, c'est un type de solution qui peuvent être à utiliser. Mais après, en toute honnêteté, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'outils digitaux qui sont développés. Moi, dans les entreprises que j'accompagne en matière de gestion de trésorerie, pareil, pour celles et ceux, quand la gestion de la trésorerie est une question qui est importante, il y a des outils aussi qui existent. Bon, ils ne sont pas toujours donnés, mais en tout cas, ils permettent de voir un peu ce qui peut être fait. Celui que j'ai en tête, c'est Agicap, mais il est un peu cher. Mais il y en a plein d'autres dans ce style-là qui permettent de gérer sa trésorerie vraiment assez facilement, quoi. Mais ça vaut le coup de vraiment chercher des outils sur Internet, et puis il y en a à des bons prix, quoi. Parce qu'ils fonctionnent tous beaucoup vous savez, c'est les trucs, c'est la location là, en SaaS. Du coup, ça permet de faire plein de choses à des prix qui sont imbattables. Il y a Axel qui mentionne aussi qu'il y a Time et FactureNet qui peuvent être intéressants à utiliser. Après, avoir selon les fonctionnalités qui sont proposées, celles qui peuvent vous convenir à toutes, quoi. Mais après, je reviens dessus, parce que, pour moi, ça reste des outils. Ce qui est important, ça va être de derrière avoir les indicateurs qui sont pertinents pour vous. Parce que le problème de certains de ces outils, c'est ils font des courbes, augmentation du chiffre d'affaires. Bon, c'est bien beau, mais c'est pas nécessairement, il faut rentrer parfois beaucoup plus dans le détail pour expliquer les raisons de ces évolutions du chiffre d'affaires et pas juste avoir une courbe ou des graphiques qui nous disent que ça évolue. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc n'hésitez pas pour les questions. Oui, c'est l'intérêt d'échanger. Bon, sinon, on avait aussi Cécile et Aurélie qui sont là et qui voulaient bien partager leur expérience. Cécile, toi, tu avais une approche comment là par rapport à la rentabilité ou par rapport aux outils? Tu as envie de partager quelque chose? Alors, moi, mon ami, c'est Excel. C'est très bien, Excel. Voilà. Donc pour l'histoire, en fait, moi, je suis comptable de formation, mais ça, il ne faut pas le dire. Mais c'est juste pour justifier un petit peu mon parcours qui est un peu atypique par rapport à cette rentabilité. Donc moi, je suis consultante en communication. Donc, je suis à mon compte depuis avril 2017. J'ai eu la chance d'être accompagnée très rapidement par quelqu'un qui m'a aidée justement à travailler cette rentabilité parce que, pour reprendre ce qu'a dit Nathalie, c'est que de là d'avoir les bons outils, d'avoir la bonne méthodologie et tout ça, souvent ce qui vient, et moi ça a été le cas de mon expérience, c'est qu'il y a une part de démarrage d'entreprise qui enchaîne
un gros problématique de légitimité, en fait. On démarre, donc forcément, on se dit, mais attends, qui je suis pour? C'est vrai que Nathalie l'a dit, et c'est vrai que même en étant comptable, moi, de formation, donc tout ce que dit Abdou, ça me parle mais à 300% et je valide tout ce qu'il a dit. Mais il y a tellement des blocages et des croyances derrière tout ça qui fait qu'on a beau avoir un super tableau Excel en essayant de projeter. Alors, on apprend aussi des choses, hein. Moi, je suis aussi au forfait, et c'est vrai que je me dis toujours, tiens, combien il me faut pour atteindre cet objectif-là. Et il y a des choses qui sont effectivement avec le temps. Il y a cette notion aussi de timing, d'évolution de posture de chef d'entreprise qui fait que on évolue sur des choses qu'on n'osait pas avant. Il y a cette notion d'oubli. On parlait de charges variables, mais donc il y a des charges effectivement qui sont non prévues. Et puis il y a aussi les charges qu'on n'avait pas prévues. Moi une des erreurs que j'avais fait au début, c'est que quand je travaillais sur un projet, et qu'on m'appelait pour le mettre en place, pour intervenir, et dans mon chiffrage, un truc tout bête au démarrage, c'est que je ne tenais pas compte de ma préparation, en fait. Et que soit elle était déjà faite, et tant mieux pour moi, soit il y avait un temps, ou même quand il y avait un déplacement, cette notion de dire j'ai 1 heure pour y aller, 1 heure pour retour, c'est 2 heures à prendre en compte aussi dans mon chiffrage, quoi. Parce que quand j'interviens en ligne ou quand j'interviens à distance, je veux dire, il y a tout un mécanisme de vécu et moi, le plus gros problème que j'ai eu de base, c'était vraiment cette côté de, comme moi je suis, vous voyez, comptable de formation, je suis dans la com aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est pas du tout la même source, entre guillemets. Moi, je suis quelqu'un d'autodidacte depuis le début. Bon, je me suis formée, j'ai eu des formations, mais c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, le côté rentabilité, ça a été surtout le côté créer ses prix, quoi. Créer ses prix, assumer qu'ils sont comme ça. Il y a aussi des autres problématiques que je pense beaucoup de monde rencontre, beaucoup de monde. Comment je pourrais formuler ça? Nathalie l'a évoqué aussi, c'est cette notion d'assumer qu'on est à son compte et qu'on n'est plus salarié et qu'on rentre de l'argent pour se faire plaisir avant tout, parce que de dire qu'on est devenu indépendante, c'est pas non plus... voilà, il y a d'autres valeurs qui rentrent en compte dans tout ça et qu'effectivement, des fois, il faut aller chercher un chiffre qui est pour les autres ou pour soi très important à ce qu'on avait prévu. Et je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Et en fait, cette part-là, faut aussi l'assumer, quoi. Donc, il y a vraiment dans tout ce problème de rentabilité, il y a un gros travail de développement personnel à côté, juste pour résumer, quoi. Donc, voilà. Mais par contre, la méthodologie que dit Abdou sur ces 3 points d'évolution, prévoir, mesurer, analyser, est complètement cohérente. Mais sans ce développement personnel à côté, ça devient un peu irréel sur certains points. Je ne sais pas si je réponds un peu à celle qui... Oui, c'est très bien et ça montre donc une facette non négligeable de l'approche de la rentabilité, de la gestion. En fait, la gestion financière, on pense que c'est hyper technique, mais en fait, c'est quand même aussi psychologique et culturel. Donc, c'est important de le dire et de pas culpabiliser par rapport à ça. Il y avait Aurélie aussi qui pouvait nous partager son expérience par rapport à la rentabilité. Est-ce que tu es là, Aurélie? Oui, je suis là. Tu m'entends? On t'entend. On te voit même. Super. Merci. Coucou. Oui, moi, mon expérience, vite fait pour mettre moi, je suis graphiste et web designer. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais un blocage, j'avais une grosse pensée limitante il n'y a pas si longtemps que ça. C'est parce que j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans, j'étais en alternance. Et j'ai gagné pendant des années 800 € en fait, pour mon travail. J'étais en alternance toute ma scolarité, donc jusqu'à mes 23 ans. Et donc, j'ai toujours eu à peu près ce chiffre-là de salaire. Et j'ai lancé ma société à 22 ans.
Et du coup, je suis restée en fait J'avais appris en fait à faire, depuis plusieurs années, à faire avec 800 €, à payer toutes mes charges, mon loyer, etc. Parce que j'étais toute seule sur Paris, donc je vivais avec 800 € sur Paris. Et donc, j'avais appris et je faisais avec. Et puis, il y a un moment, j'ai commencé à faire des tableaux de bord. Et c'est vraiment ça. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a entre guillemets sauvée et qui a fait que mon entreprise est devenue rentable. C'est que j'ai fait des tableaux de bord et j'ai fait justement un Excel que j'ai modifié maintenant, qui est encore plus abouti, mais où j'ai vraiment un Excel où je suis tous les mois. Donc, j'ai le nom du client ou le nom du projet. L'autre case après, j'ai marqué le devis, enfin le nom, enfin le chiffre qui a été signé. La case après, j'ai les charges qui vont avec. Donc, si par exemple, il y a de l'impression, je marque les impressions, etc. Après, je mets les heures que j'ai passées sur le projet, parce que même encore après plusieurs années, il m'arrive parfois de sous-estimer le projet pour plein de raisons. Et après, j'ai une case commentaires justement où je marque un peu, je me fais une autocritique sur ça. Et en dessous, il y a une autre ligne qui me dit, bon, bah voilà, ce mois-ci, tu as fait tant et donc tu devras tant à l'URSSAF. Et donc, c'est un Excel, c'est une seule page et ça me permet de suivre tout au long de l'année. Et à côté, là, il y a 2 ans maintenant, j'ai fait une formation sur le budget et j'utilise l'application tous les mois, ça s'appelle gérermescomptes.com. Et donc, ça permet de gérer ses comptes perso et les comptes de sa société. Et j'ai fait un coaching avec une personne pendant 6 mois. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidée parce que, en fait, elle m'a fait prendre conscience que j'arrivais à vivre parce que je n'étais pas endettée, que je n'avais pas de problème à gérer de l'argent, mais que par contre, je ne faisais pas beaucoup d'argent. Et c'est-à-dire qu'à long terme, si demain je voulais des enfants, si je voulais acheter une maison, si j'avais envie de me faire plaisir sur un voyage comme ça, j'allais très vite être restreinte. Et du coup, il y a eu un petit déclic dans ma tête et elle m'a aidée à prendre tous les mois un pourcentage de ce que je gagnais pour le mettre de côté. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu aies devant toi 2 à 3 mois de trésorerie de salaire pour Aurélie et 2 à 3 mois de trésorerie pour ta société, pour tous les abonnements que tu as, etc. Parce que s'il t'arrive quelque chose, ou si t'arrive quelque chose de la santé, ou si à un moment tu as besoin d'une pause, il faut que tu puisses te reposer. Et là, donc, il m'a fallu un peu plus d'1 an, mais j'ai réussi à mettre 2 mois. J'ai 2 mois d'avance pour ma société et 2 mois d'avance pour moi, mon salaire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en effet, j'étais beaucoup moins stressée, que je pouvais me permettre de faire plus de choses personnellement, etc. Voilà, et oui, et prendre conscience aussi du nombre de clients. Ça a été un gros déclic, c'est qu'en fait, je me disais toujours, bon, il faut que tu atteignes tel chiffre, sans vraiment savoir pourquoi il fallait que j'atteigne tel chiffre. Je n'avais pas d'objectif. En fait, je me disais juste, bon, bah voilà, si tu gagnais 2 000 €, ça serait bien par mois. Mais sans me dire, tu as besoin vraiment de combien pour vivre, combien pour ta retraite, combien pour tes vacances, combien pour ton projet immobilier, combien pour… Et donc, je faisais un peu au pifomètre, comme ça, en me disant, ouais, 2 000, ça a l'air pas mal. Je pense que 2 000, ça le fera. Je passe de 800 à 2 000, ça va le faire. Et voilà. Donc, je ne sais pas si c'est dans l'ordre tout ce que je viens de raconter. Mais un des outils que j'utilise tout le temps, du coup, c'est mon Excel, mon tableau de bord tous les mois, l'application Gérer mes comptes pour perso et pro. Et vraiment d'avoir des objectifs perso qui m'aident en fait à justifier. Comme on disait, parfois on a du mal à justifier justement combien on va gagner. Moi, ça m'aide justement à me dire Aurélie, tu mérites ce salaire parce que derrière, tu as des choses aussi à faire pour toi. Tu n'as pas qu'une vie au travail, tu as une vie aussi à côté. Donc, voilà. Et pas juste me dire, tu gagnes de l'argent pour gagner de l'argent. Il y a tout un process que j'ai fait derrière pour accepter. Oui, tu le mérites parce que derrière, tu as des projets à monter. Voilà. Moi, j'aimerais bien en profiter pour rebondir sur ce que dit Aurélie. En fait, c'est très courant pour les personnes, notamment pour celles qui reçoivent toujours Pôle emploi ou qui créent leur entreprise pendant qu'elles reçoivent Pôle emploi. Faites super attention parce qu'en fait, fixez tout de suite vos tarifs parce qu'avec Pôle emploi, en fait, on a l'impression que finalement, on n'a pas besoin d'argent et en fait, on fixera nos tarifs plus tard. C'est vrai. Et en fait, c'est hyper dangereux parce que vous vous limitez tout de suite et en fait, on apprend à fonctionner comme ça. Et quand Pôle emploi s'arrête et qu'il faut être vraiment sur des vrais tarifs pour gagner sa vie, le gap, il est important parfois. Ouais, moi, c'est je confirme, je l'ai vécu. Hein. Ouais, moi aussi. J'avais justement une alternance. Après, quand mon alternance est terminée, j'avais Pôle emploi pendant 2 ans. Et je me souviens, le Pôle emploi s'est terminé en février 2015.
Et toutes mes amies étaient là, mais qu'est-ce que tu vas faire, Aurélie? Tu n'arrives pas encore à vivre de ton activité. Et en fait, au moment où Pôle emploi s'est arrêté, en février 2015, c'est à ce moment-là que j'ai gagné ma vie avec... et depuis, je vis de mon activité. Mais oui, c'est complètement... C'est inconscient, hein, c'est ça qui est dur, justement, de se dire comment j'ai pu, en un mois, basculer. Mais des fois, je conseille aux gens de, justement... d'y aller, quoi. Un moment, si on a la... Enfin, moi, je pars du principe, si on a la niaque, moi, des fois, quand j'en ai marre, je me dis, bon, oui, tant que tu n'as pas tout tenté, tu ne peux pas t'arrêter. Et c'est ce que je m'étais dit à ce moment-là. Et il faut presque voir Pôle emploi. Alors, moi, je peux parler après parce que moi non plus, je n'ai pas fait ça comme ça. Mais avec du recul, je me dis, il faut voir Pôle emploi comme une source d'investissement, entre guillemets. Et il faudrait vraiment utiliser cet argent comme de l'investissement. Aller peut-être dans un premier temps pour en profiter, pour faire, on va dire, le matelas de secours, entre guillemets. Mais ensuite, essayer de s'envoler rapidement pour pouvoir utiliser cet argent pour mettre de l'argent dans sa société et avancer beaucoup plus vite, en fait. Plutôt que d'attendre de ne pas dépenser en se disant dans 2 ans, j'ai plus rien. Et comme il n'y a pas de dépenses, mais il n'y a pas beaucoup de recettes non plus parce que le tarif n'est pas suffisamment élevé, et bien de ce fait-là, il y a une stagnation importante et il y a quand même le vide d'air, en fait, quand les allocations s'arrêtent. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon. Oui, très clair. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a d'autres personnes qui ont vécu ça là parmi les présents? Non, mais moi, j'apprécie parce que c'est mon cas. En fait, je bénéficie du chômage, des indemnités chômage. Et j'ai créé la micro-entreprise en septembre 2020. Donc, je note. C'est dans quelle activité, Sarah? Dans la création de sites web, le web design. Ok. Vas-y, à fond. Bon, tu vas trouver des collègues parmi les one. Il y a quand même un truc d'important concernant le tarif, c'est qu'attention à vous sous-estimer. En fait, vous donnez une image de débutant presque de fake, et du coup, on se demande si on doit vous faire confiance ou pas. Et donc, là où on croit récupérer des clients parce qu'on a un tarif faible, et ben, en fait, on en perd parce qu'on a un tarif pas suffisamment élevé. Vous voyez l'idée? Donc, c'est contre-productif, en fait. Moi, souvent, je donne comme exemple, si l'image que tu veux donner, c'est un exemple. En gros, tu dis, je me positionne comme Apple, et que ton tarif, c'est comme si quelqu'un trouve un iPhone à 200 €, il va dire, il y a un loup, quoi. Donc, si l'image que tu donnes, c'est d'avoir quelque chose d'ultra qualitatif et que ton tarif, il ressemble pas du tout à ton image, il y a un petit problème de concordance. Après, c'est hyper dur. Moi, je continue tout le temps, quand je fais un devis, à me poser des questions sur mon tarif. Et je me souviendrai toujours de ce que m'avait dit mon comptable, la première fois qu'on s'est vu pour savoir si j'avais travaillé avec lui. Il m'avait dit, généralement, quand on est indépendant, le premier tarif qu'on met, c'est le bon. C'est après qu'on se pose trop de questions et qu'on se dit, ah oui, mais il n'a pas beaucoup de budget. Ah oui, mais si je suis trop chère, oh là là, quand même, quand il va voir le montant, au secours et tout. Et moi, perso, je me fais violence à chaque devis pour me dire, non, c'est vraiment le temps que tu vas passer. C'est hyper dur. Hyper dur. Pour ma part, en tout cas, j'entends. Par contre, est-ce qu'on est bien en phase sur le fait que ce n'est pas le temps total passé qu'il faut facturer, mais bien un prix à facturer et prendre conscience qu'il y a un temps masqué et un temps facturable? Oui. J'entendais un coup, les coûts et les charges. Moi, je parle de mon taux horaire. C'est-à-dire que le taux horaire, il est calculé sur le fait que, comme disait Abdou, sur une journée de travail, en fait, tu ne passes pas une journée de travail pour ton client. Donc, tu as du temps pour plein de choses, prospection, administratif, recherche, etc. Et donc, ton coût horaire doit en tenir compte. Et tout à l'heure, on parlait de taux horaire et de forfait, enfin de taux jour moyen et de forfait.
En fait, c'est vrai qu'en général, pour faire le forfait, j'imagine qu'on va quand même se baser sur le temps qu'on va passer. Mais du coup, comment on va faire pour transformer ça en forfait en quelque sorte? C'est juste qu'on ne va pas dire au client quel est le taux jour moyen, en fait, c'est ça? Non, mais c'est ça. Ok, C'est pour toi, c'est pour t'aider à calculer ton coût, mais évidemment, tu ne communiques pas. d'accord. Il y a un point. Oui, pardon. Il y a un deuxième quiz, voilà. J'avais une question, mais je la réserve pour après. C'est ça que tu voulais dire, Elisabeth? Ouais. Est-ce qu'on se le lance tout de suite? Ah oui, Allez, on se le lance tout de suite. Allez, je lance le sondage. Il n'y a que 2 questions et je ne vous fais pas ma voix suave pour que tout le monde se Allez, concentre. c'est dommage. Vous avez 1 minute et après, je décortique avec ma voix suave. Je fais une super voix de podcasteuse. Je me tais. J'en vois bien une ou deux qui va répondre avec mon comptable. Après tout, les chiffres, c'est son truc à lui. Nous avons un quart des votes à 40 secondes. Vous êtes au top. Bonne soirée, Nathalie. Non, je pars pas. Je disais bonne soirée à Marie-Violaine. Bonne soirée, Marie-Violaine. Parce que justement, j'étais là. C'est pas du tout ça. Ça me fait plaisir de te souhaiter une bonne soirée aussi. C'est pas possible, ça. Là. En plus, tu étais en blonde, là. Tu pourrais faire la blonde dans comme c'est comment? Oui, complètement. Tu me manques un petit peu quand même. Hein. Bah oui, c'est mieux le confinement. 11 personnes sur 16 ont déjà répondu. À bientôt, Florence. Merci. Bon, allez, non, mais par contre, là, c'est une vraie... C'était sincère, mais c'était drôle quand même. Bon, je vous laisse encore maximum 30 secondes. Non, je pense qu'on a à peu près... on est 17. Combien tu as de répondants? Alors, j'ai 13 répondants sur 15. Je pense que c'est bon. Hop, 16, allez, on va mettre fin. Quel est le meilleur moyen de préparer mon budget prévisionnel? Réponse A, et celle qui représente 93% des réponses. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Un petit coup de main pour la mise en forme et je m'occupe du reste. On va oublier les autres questions. Et la question 2. Selon vous, quelle est la première cause de défaillance des entreprises? Avec un choix multiple, nous avons à 86% les causes internes, erreurs de gestion, choix stratégique, méconnaissance du prix de revient. À 21%, nous avons les causes externes, la crise conjoncturelle, la concurrence et le marché saturé. Et quand même 36 personnes qui ont dit on ne peut pas tout prévoir. Les défaillances sont surtout dues à des accidents de parcours. Alors moi, j'ai fait ma blonde hein, parce qu'en fait, j'ai répondu les causes internes, mais comme c'était un choix multiple, j'ai dû choisir, on ne peut pas tout prévoir, tu vois. C'était marqué mais tu as bien fait. Ah oui, mais en orange, il n'y a que la première. Tu avais choisi notre réponse, toi. Je ne sais pas pourquoi, j'étais sûre que tu avais choisi notre réponse. Mais non, mais comme c'est en orange, c'était que la une. Ouais. Mais ouais. On va laisser Abdou peut-être. Abdou, oui. Écoutez, oui, bonne réponse pour la majorité. Hein. Du coup, en tout cas, bon, pour la question du prévisionnel, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de méthode miracle, hein, mais moi, c'est ce que je conseille en général, c'est un peu comme ce dont on avait parlé sur le business plan. À mon sens, tout le monde est capable de faire le prévisionnel, enfin un prévisionnel. Ça demande, comme on disait, de se poser, de lister au maximum, d'identifier le plus possible. Maintenant, être accompagné par son comptable, c'est vrai que ça aide pour mettre tout ça en forme, etc. Et peut-être penser à des choses qui sont purement comptables auxquelles on n'aurait pas pu penser. Mais le truc du cabinet comptable qui font les budgets prévisionnels, bon, et pourtant je suis dans un cabinet où ils le font, hein, mais pour vraiment aider les entrepreneurs, je pense que le mieux, c'est quand même de s'y pencher soi-même. Parce qu'il ne s'agit pas juste de mettre des chiffres un petit peu au hasard, comme on avait vu un peu dans la première partie. Et puis les causes de défaillance des entreprises, clairement, oui, vous avez raison, hein, ce sont les causes internes, encore plus qu'on ne le croit, puisque les questions de... Enfin là, c'est des infos du site de... Comment ça s'appelle? Des liquidations judiciaires. Donc vraiment, le site qui s'occupe des statistiques d'entreprises qui ont vraiment, entre guillemets, mis la clé sous la porte. Et les questions, les problèmes internes sont vraiment la cause numéro 1 de défaillance des entreprises. Donc ce que ça signifie clairement, c'est que en travaillant en interne, on peut déjà s'éviter beaucoup de risques
Et beaucoup des solutions pour arriver au succès de son entreprise, à sa pérennité, se trouvent en interne. Sauf à être dans un marché qui disparaît du jour au lendemain, en interne, avec une bonne organisation, une bonne méthodologie, on peut arriver arriver au succès comme on s'est fixé. Après, effectivement, il y a la partie psychologique. La partie psychologique est le fait de parfois on a tendance à sous-estimer certaines choses, surestimer certaines difficultés. Mais bon, là, voilà, ça fait vraiment partie du travail de chef d'entreprise. Mais pour dire que les solutions sont souvent en nous en tant que personne, ou en nous dans la société qu'on utilise. Et puis, c'est une question d'utilisation des ressources. Et de ressources, à mon sens, on en a tous. Elles sont différentes d'un cas à l'autre, mais on en a tous. Il suffit de les utiliser comme il faut pour atteindre ses objectifs. Voilà, c'est un petit peu le global de le résumé un peu que je ferai de la présentation. Bon, j'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse, hein, et que ça vous aidera, que ça vous donnera des idées pour la suite, quoi. Merci beaucoup, Abdou. Est-ce qu'il y Merci à aurait des questions parmi les personnes qui sont présentes? C'est le moment ou jamais. Non, c'était clair. N'oubliez pas, la force est en vous. Oui. C'est ça, oui. Et est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que si on se plante sur une première entreprise, il faut juste se le relever, recommencer une autre entreprise et finalement, celle-là, on aura acquis une super expérience et on pourra vachement y arriver. Oui, c'est vrai que c'est un bon mot de là. Tu le fais en 3 mois et puis le reste du temps, tu la lances en 3 mois et puis après, le temps qui te reste, tu lances la bonne. La bonne, d'accord. Et se faire accompagner. Moi, j'entends aussi bien par la partie comptable que par des coachs performants qui ont le bon tarif et les bonnes formules qui vont bien. Ça va bien se mettre en place. Une très bonne conclusion, ça. Bon, non, mais surtout sur un démarrage seul, c'est hyper compliqué. Donc, on parle d'investissement et de rentabilité. Non, on parle de rentabilité, mais on ne parle pas d'investissement. Et je pense que c'est deux choses, même dans cette présentation-là, où c'est des choses qu'on devrait évoquer. Lydie a parlé qu'elle se formait régulièrement. Et moi, justement, en étant comptable et travaillant sur un sujet aujourd'hui où les gens ne provisionnent pas en fait la communication, qui pour moi est essentielle aujourd'hui, donc c'est mon point de vue. C'est vrai que des fois, je hic un petit peu avec les cabinets comptables, parce que moi, mais je ne ferme pas pour toi. Mais quand je vois le nombre de cabinets comptables alors je ne sais pas si c'est votre taf ou pas, hein, mais qui omettent de parler de certains investissements, que ce soit l'information, que ce soit justement la communication. Il y a tellement de choses qui ne sont pas évoquées et qui font crouler une boîte, hormis la rentabilité, en fait. Oui. Et l'accompagnement, pour moi aussi, sur des choses... voilà. Ce n'est pas le cas de tous les comptables, hein, parce que tu vois, le mien, quand j'ai créé ma boîte, il m'a tout de suite dit, il faut que tu provisionnes du budget pour la pub. Oui. Enfin, quand je dis pub, communication, etc. Et moi, la formation, je le considère comme un investissement, clairement. Et les déplacements aussi. Parce que quand je vais sur un salon, c'est pas juste pour me promener, c'est derrière, voilà, c'est un investissement. Et clairement, c'est des dépenses qui, pour moi, sont indispensables. Donc, c'est un investissement. Mais c'est vrai, hein, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est clair que pour beaucoup de cabinets comptables, en fait, le problème souvent avec les comptables pur et dur, c'est qu'on reste que dans les chiffres. Ouais, c'est que j'ai des gestionnaires. C'est ça. Et le souci, c'est que justement, quand on fait faire son prévisionnel par un comptable, enfin purement comptable, finalement, ils ne connaissent pas nécessairement l'activité dans laquelle on veut évoluer. S'il est salarié, il n'a jamais été dans la situation, il a fallu qu'il fasse de la prospection pour trouver des clients, etc. Et donc, on va se contenter de mettre des chiffres, grosso modo, les amortissements, les ceci, les cela. Tandis que, comme tu disais, la communication, la phase de prospection commerciale, on ne passe pas de 0 € à 50 000 € de chiffre d'affaires, disons, juste comme ça, sans avoir forcément à investir dans des choses pour arriver à ce niveau de chiffre d'affaires-là. C'est pas possible. C'est impossible, quoi. Il faut du réseau, donc il faut se déplacer, donc il faut rencontrer des gens, il faut se former, etc. etc. Et c'est vrai que les comptables ont tendance à oublier cette partie-là, c'est vrai. Moi, je sais que ce qui m'a fait choisir mon comptable, c'est parce que justement, il avait une casquette un peu commerciale. C'est lui qui a créé sa boîte de comptable.
Donc, voilà, c'est son entreprise. Et il m'a donné tout de suite des infos, enfin, des conseils sur la stratégie commerciale. Et pour avoir rencontré plusieurs comptables, il y en a qui étaient très gestionnaires, mais vraiment, ok, je pense qu'ils font très bien leur boulot, mais moi, j'avais besoin de plus. J'avais besoin de conseils aussi un petit peu stratégiques. Et pour le coup, ça m'a aidé dans le démarrage. Enfin, moi, je partais de zéro, hein, clairement. La compta, au secours, hein, quand tu as un métier créatif, quand il m'a dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, j'ai dit vous prenez tout. La valeur ajoutée, elle n'est pas là. Hein. Moi, je ne veux rien faire. Une TVA trimestrielle, c'est quoi ce truc-là déjà? Je n'en veux pas. Non, non. Voilà. Bien choisir son comptable. Ah oui. Tu as vraiment raison, Lydie. Il faut vraiment se concentrer sur notre valeur ajoutée. C'est clair. Dès qu'on peut, si on peut déléguer le reste, c'est bien. Ouais. Il y a un autre point que je voulais partager aussi, enfin il y en a plein, mais on va s'arrêter bientôt, hein, il est 21h, mais c'était aussi anticiper peut-être des impayés. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, j'ai travaillé en indépendant pendant un certain temps, j'ai eu de la chance, ça n'est jamais arrivé, mais je sais que ça peut arriver, et c'est arrivé à des collègues indépendants, et ça fait mal. Je pense que ça peut faire mal sur des sommes non négligeables, quoi. Ça peut arriver. Et ça s'anticipe. Je ne sais pas trop comment ça ça fait s'anticipe. mal budgétairement, mais pas que. Hein. Psychologiquement aussi. J'imagine. Tu ça t'investis revient en sur boucle, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, sur chaque mission, tu t'investis fort, quoi. Et donc voilà, est-ce que ça s'anticipe et est-ce que ça s'assure? Est-ce qu'il y a des assurances? Oui, les non, mais tu as les pénalités. pénalités. Moi, j'ai eu le cas une fois. Ça m'a appris aussi, ça m'a donné un coup de pied au cul, excusez-moi l'expression, mais du fait de la jeunesse de l'entreprise, de la jeunesse de plein de choses, le mot acompte. Qu'on nous. Mais voilà, moi, c'est quelque chose. Ah, bah oui. Voilà. Tu te fais avoir une fois, mais pas deux. Hein. Tu démarres ton entreprise, donc forcément, comme il y a tout, c'est par du réseau, c'est machin, donc forcément, c'est des gens qu'on te recommande, à qui tu fais confiance, c'est des relations proches, entre guillemets, indirectes ou directes, mais proches quand même. Et donc, tu te dis, bon, bah, c'est bon, je fais ma mission, je serai forcément payée et tout ça. Mais en fait, ça ne t'aide pas. C'est comme les acéliques au début qui sont là un peu pour t'aider, pour développer ta boîte. En fait, c'est une bête noire, quoi, parce que ça ne te met pas dans le vrai mal. Et moi, j'ai eu quelqu'un ça a été pire, c'est qu'il m'a validé un devis, un gros devis. J'ai commencé à bosser dessus et au bout de 15 jours, il me dit j'annule le devis. Ah bon, pardon. Donc, et ben là, le tribunal, bref, j'étais super accompagnée. Et en fait, c'est pareil, c'est comment tu as rédigé ta facture, les frais de pénalité. Mais déjà, j'aurais pris un acompte dès le démarrage. Déjà, ça te permet de t'en sortir un petit peu mieux, entre guillemets. mais ça fait partie de tout, en fait, comme on parlait de jeunesse et d'erreurs. Et voilà. Mais il y a une stratégie aussi dans encore du développement personnel, quoi. Des fois, on a l'impression de se dire c'est à qui j'y vais et en fin de compte, d'oublier certaines étapes. Voilà, il y a des étapes et souvent, dans le démarrage d'une entreprise, effectivement, on les oublie, quoi. Mais c'est encore l'expérience qui nous aide pour plus tard. Après, c'est dans les conditions de paiement, en fait, qu'il faut travailler en amont. Oui, puis tu te fais avoir une fois. Hein. Moi, maintenant, c'est simple. Hein, je ne démarre pas si je n'ai pas d'acompte. Point. Voilà. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Quelque part, ça rejoint aussi un peu ce que tu disais, Nathalie, les croyances limitantes par rapport à l'argent aussi, c'est être capable de demander de l'argent d'entrée de jeu, quoi. Et à tout moment de l'entreprise, quand on voit des boîtes de prestat qui osent demander justement, mais et puis ça fait sérieux. En fait, ça fait sérieux. Hein. Ça fait sérieux. À partir du moment où il n'y a pas de timidité, ça fait très sérieux de demander. Moi, j'ai augmenté mon acompte. Je suis à 50% d'acompte. Je n'ai aucun problème. Bien sûr. Aucun problème. Ça passe nickel. Parce que tu le demandes et c'est justifié. Il y a aussi la façon de demander. Si c'est excusez-moi, est-ce que vous pouvez. Exactement. Si vous avez le temps, ça ne marche pas. Mais si c'est voilà, donc vous me versez un acompte à telle date, et la fin, ça sera la fin du chantier. C'est tellement naturel, c'est dans le flow. Bien sûr. Et si c'est dit, c'est pareil, il y a plein de fois le fait de dire les choses tout simplement, de dire c'est 30, 30, 30.
C'est juste encore une question, comme tu disais, de rédaction. Si c'est écrit et c'est dit, et il y a la reformulation aussi dans le discours commercial, qui est hyper importante, de dire que c'est validé pour toi. Déjà, on parlait souvent de psychologie aussi dans toute cette démarche de rentabilité. Et effectivement, si toi, tu as validé les choses, si Lydie, elle valide et carrément, elle est alignée sur ces 50%, bah, après, c'est une question d'assurance et effectivement, je rejoins encore Nathalie sur la posture après, pro ou pas, quoi. Et puis, idéalement, dans ces cas-là, si on va dans la vente pure, c'est bon, alors, il y a un premier acompte de 30%. Alors, quand vous souhaitez effectuer un virement ou payer par chèque? En fait, il y a des techniques aussi. Donc là, payer par chèque, d'accord. Alors, quand est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Bon, je vous le fais après-demain. OK. Bon, ça, c'est fait, quoi. Ouais. Puis ça engage mutuellement, en fait. Enfin, ça fait sérieux. Puis c'est une façon de dire à la personne que moi aussi, je suis engagée. On s'engage toutes les deux. Exactement. Exactement. C'est dans les deux sens. La compte, c'est pour moi, c'est ce que j'apprends à mes clients, parce que voilà, pas que pour moi, mais effectivement, il y a une notion d'engagement. Ouais. Puis c'est normal, en fait. Moi, j'ai jamais reçu quelqu'un qui m'a dit comment c'est un acompte, quoi. Enfin, il y a toujours eu un acompte. Eux aussi sont rassurés parfois parce qu'ils disent bon, voilà, maintenant j'ai payé, ça va commencer, elle s'est engagée. Je vais pouvoir la relancer. Voilà, exactement. Ça en est où? Ça va passer vite. Et puis dans la prestation aussi, il y a un phénomène évident qui devient évident, c'est quelqu'un qui est payé et bien payé va prioriser ta demande, alors que quelqu'un qui est moins bien payé ou qui fait quelque chose gratuitement, il ne va pas forcément prioriser ta demande. Enfin, un prestataire qui doit faire un truc en plus pour toi gratos, il va ouais, je vais le faire, mais ça ne sera pas tout de suite. Alors que s'il est payé, correctement payé pour, ça sera. Ça va plus le motiver pour le faire, ça c'est sûr. Voilà, ça va plus le motiver. Hélène, tu sais, ça marche aussi dans le côté je fixe mes tarifs. Quand en fait tu sous-estimes tes tarifs, en fait, quand tu valides, quand tu colles, tu signes le contrat, tu sais que tu t'es sous-évalué et en fait, tu as moins d'entrain et d'énergie que si tu as vendu ta prestation à sa juste valeur. Et c'est pas normal parce que le client, il y est pour rien d'avoir une prestation moins chère. C'est de notre faute, entre guillemets. Mais en fait, inconsciemment, c'est franchement, là, je gagne pas ma vie. Là, je sais que je me suis sous-payée, je vaux mieux. Et c'est à partir du moment où on est au bon niveau qu'en fait, on donne toute l'énergie qu'on a à donner, quoi. Et le temps et tout ça. Merci. Voilà. Un retour d'expérience. Je laisse le mot de la fin, Hélène, du coup. C'est le mot de la fin. Je crois que c'est la force est en vous. C'est Abdou. Merci beaucoup, Abdou. Franchement, c'était super. Merci, Abdou. On était nombreuses. On était 30 inscrites et 23, je crois, présentes. Donc, c'est pas mal. Franchement, bravo. Et puis, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les passer. Je ne sais pas, Abdou, si tu veux poser tes coordonnées dans le chat ou voilà. Vous les envoyer, puis on pourra le remettre. Oui, les enverrai si besoin, bien sûr. Voilà. Et merci à toutes pour les témoignages. Oui, merci beaucoup, c'était très Et intéressant. surtout, merci d'avoir osé témoigner parce que ce n'était pas forcément un sujet évident et même en vous disant que il ne s'agissait pas de rentrer dans vos business à vous, mais c'était plus comment vous l'avez vécu et perçu. Donc, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, c'était cool. Voilà, donc rendez-vous le mois prochain pour un autre atelier sur la fresque numérique. Voilà, normalement, c'est la fresque numérique qui est animée par Marie-Lorraine. Voilà, c'est ça qui est prévu. Et dès que tout ça sera calé, bouclé et organisé, vous en saurez plus sur la com, sur les réseaux. Voilà. Et bien, merci à tout le monde. Tout en vrai. Avec avec le printemps. Avec le printemps.